Bonjour, il est 14 h, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 18 h pour l'après-info. Bonjour à tous, bonjour Valentin. Bonjour Fanny, à la une cet après-midi, un immeuble s'est effondré à la mi-journée à Amiens, dans le centre-ville. Un important dispositif de sécurité est déployé, notamment pour chercher d'éventuelles victimes. Il s'agit d'un ancien hôtel de 2 étages avec des combles. Nos dernières informations avec Boris Karlamov du service police-justice dans un instant. Plus de 1500 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre dans l'Aude. L'incendie du siècle est loin d'être éteint. Il reste néanmoins fixé en ce début d'après-midi. Les conditions météo sont pour le moment favorables aux pompiers. Néanmoins, les reprises de feu peuvent intervenir à tout moment. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. L'homme suspecté d'avoir agressé violemment un maire de l'Isère a été interpellé ce matin. Il n'a pas résisté lors de son arrestation par les forces de l'ordre. Un mercredi dernier, ce suspect avait attaqué l'édile avec un couteau. Il avait aussi tenté de lui rouler dessus avant de prendre la fuite. C'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé son arrestation. Et puis Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine dans les prochains jours. On ne sait pas encore quand précisément ni où. Néanmoins, cette réunion entre le chef du Kremlin et le président des États-Unis suscite beaucoup d'interrogations, notamment une. Va-t-elle mener à la fin de la guerre en Ukraine? Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. On commence donc avec cette toute dernière information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Un immeuble s'est donc effondré en fin de matinée à Amiens. On en parle avec vous, Boris Karlamov. Un important dispositif de sécurité est déployé. Avec une quarantaine de sapeurs-pompiers qui sont toujours sur place pour procéder aux opérations de secours. 43 sapeurs-pompiers de la Somme sont mobilisés, 3 du Pas-de-Calais, de la brigade cynophilie. Il y a également des pompiers spécialisés en sauvetage et en déblaiement. Les faits se sont déroulés peu avant midi. Nous sommes dans le centre-ville d'Amiens, place Hofer. Un ancien hôtel de 2 étages avec des combles s'est effondré. Des recherches sont donc en cours pour déterminer s'il y avait des personnes à l'intérieur au moment du sinistre ou bien si le bâtiment était inoccupé. Les habitations voisines ont été évacuées. Les habitants sont accueillis au gymnase de la Veillère, situé à proximité donc de cet immeuble. Mais à ce stade, les causes de l'effondrement restent à déterminer. Il y a sur place un important périmètre de sécurité qui a été mis en place par la police nationale avec encore donc des opérations de secours. L'objectif premier, on l'imagine forcément pour les sapeurs-pompiers, c'est de s'assurer qu'il n'y a absolument personne sous les décombres. On sait que ce bâtiment était inoccupé depuis un certain temps, mais la question se pose, est-ce qu'il y avait d'éventuelles personnes qui auraient pu, squatter l'immeuble? Donc voilà, la priorité c'est s'assurer qu'il n'y a personne et puis il y aura le temps de l'enquête judiciaire pour déterminer donc les causes du sinistre. Merci Boris Karlamov. Évidemment, on continuera de suivre cette affaire avec vous cet après-midi. C'est la bonne nouvelle de cette journée. Après avoir parcouru plus de 16 000 hectares, l'incendie du siècle dans l'Aude est donc fixé. Néanmoins, les pompiers l'assurent, la lutte contre les flammes est loin d'être terminée. Il y a encore plus de 1500 soldats du feu qui sont mobilisés. Et on va tout de suite retrouver Angie Louata, notre envoyé spécial à Saint-Laurent de la Cabrerie. Angie, vous êtes au poste de commandement des pompiers. À 14 h, quelle est la situation? Les sapeurs-pompiers sont-ils toujours confiants pour cet après-midi? Écoutez, c'est une confiance vraiment relative. On a pu discuter avec un colonel tout à l'heure, il y a à peu près une demi-heure, qui nous disait il y a 1500 pompiers actuellement mobilisés contre 1850 ce matin, mais ça ne veut pas dire que tout va bien, puisqu'il venait de survoler la zone, les 16 000 hectares avec la gendarmerie, et il a vu des points chauds reprendre. Donc il y avait forcément un risque et une inquiétude qui demeure. Inquiétude en plus parce que, pour vous préciser les choses, ce matin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de confiance, notamment par rapport aux conditions météorologiques. On avait un air chargé en humidité, un ciel qui était voilé et des températures qui ne grimpaient pas trop. Et puis actuellement, concrètement, le soleil cogne vraiment sur l'ensemble de la zone qui a été parcourue par le feu. Pierre-Louis Crétin va vous montrer tout simplement ce qui est en cours en réalité. Les opérations se concentrent autour de toutes les zones qui ont été brûlées, comme celle que vous voyez sur le fond de l'image. Alors là, on voit les vignes par exemple, on est tout proche du poste de commandement, mais c'est au cœur du réacteur réellement. On voit les vignes qui ont arrêté le feu d'une certaine manière, fait barrage, mais on voit que l'ensemble de ces zones, toutes ces lisières de forêt, ce massif qui est carbonisé, vous le voyez sur l'image, et bien tout cela, ça se surveille. Il y a des opérations de noyage qui sont en cours, mais l'essentiel pour les sapeurs-pompiers, les 1500 actuellement mobilisés, eh bien c'est de surveiller cette zone, d'éviter qu'il y ait des reprises de feu pour que tout se passe bien, parce que on le sait, il y a des conditions météorologiques et notamment dans les prochains jours, eh bien qui peuvent favoriser une reprise du feu.
Merci beaucoup, Angie Loata, en direct de Saint-Laurent-de-la-Cabris avec Pierre-Louis Crétin derrière la caméra. Et pendant ce temps, les sinistrés, eux, continuent de constater les dégâts. 16 communes ont été touchées par les flammes, directement ou indirectement. Certains habitants ont tout perdu, d'autres ont vu leur maison sauvée in extremis. On va retrouver Antoine Forestier. Vous suivez la progression des flammes pour BFM TV depuis la naissance de cet incendie. Vous êtes à Fabrezan, dans une salle des fêtes, où la solidarité qu'on a vue depuis plusieurs jours qui continue à se mettre en place. Oui, la plupart des sinistrés ont désormais pu rentrer chez eux, mais malgré tout, ici, le bénévolat continue, toute cette organisation dans cette salle des fêtes depuis le début de cet incendie. Il faut encore soutenir les sapeurs-pompiers. On est à côté de la maire de la commune. Merci de répondre en direct à nos questions. Il y a encore tout ça, tout ce dispositif tout autour. Il va encore servir dans les prochains jours. Les pompiers n'ont pas fini le travail. Non, les pompiers, alors nous sommes soulagés parce qu'effectivement, le feu est fixé. Mais feu fixé ne veut pas dire feu éteint. Donc les pompiers vont rester là encore quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. Et donc, oui, la salle des fêtes donc est ouverte 24 heures sur 24 pour accueillir ces héros du feu. Donc, et vous voyez donc autour de nous toute la nourriture qui a été donc amenée par les habitants de la commune, mais pas que, par les habitants même du territoire et du département. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. Donc un formidable élan de solidarité qui fait chaud au cœur. Parce que c'est vraiment quand même donc un gros incendie, qui a dévasté nos belles Corbières. Et donc cette solidarité est à mettre en avant et je remercie, mais vraiment du fond du cœur, tous les bénévoles. Voilà. Un soulagement, on le disait, parce que le feu est fixé, mais est-ce qu'il y a quand même de l'inquiétude avec les conditions météo qui nous attendent dans les prochains jours? On parle de températures caniculaires la semaine prochaine. Voilà, bien entendu, toujours de l'inquiétude, puisque on vient de recevoir une alerte préfectorale qui nous dit que ce week-end, donc on passe en alerte orange canicule. Donc il faut rester prudent, il faut rester, continuer donc avec le plan communal de sauvegarde. Les élus restent mobilisés parce que effectivement cet épisode caniculaire n'est pas bon. Merci beaucoup pour ce point en direct. Les 1500 pompiers encore mobilisés sur le terrain pourront donc venir ici quand ils veulent se restaurer. Cette salle des fêtes va rester ouverte encore dans les prochains jours en fonction de l'évolution du feu bien sûr, mais pour l'instant il n'est que fixé, il n'est pas encore maîtrisé ni éteint totalement. Merci Antoine Forestier avec Lucas David en direct de Fabrezan, donc avec la maire socialiste de la commune. Nos envoyés spéciaux ont également suivi le retour dans son domicile du chef triplement étoilé Gilles Goujon. Sa maison a été sauvée de justesse également. En revanche, vous allez le voir, toute la végétation autour de chez lui a disparu. Il ne reste que des branches calcinées ou des cendres. On va ça avec Bettina Guglielmo et nos reporters Célia Vallet et Lucas David. C'est tout cramé en bas. Hier, le chef Gilles Goujon est retourné chez lui pour la première fois constater les dégâts. Sa maison est intacte, mais le paysage... Oh putain, la colline, tout a cravé. Il n'y a plus rien, toute la colline a cravé. Ce panorama dantesque le désole. Il n'y a plus rien. Oh, la nature était si belle. J'aurais jamais cru vivre ça, moi. Parce que ça fait 32 ans qu'on s'installe ici, parce que c'est exceptionnel, quoi. Et puis c'est devenu mon terroir et c'est devenu ma vie. Et voilà. Seule une partie de sa terrasse est détruite. Le chef relativise et tente de garder son humour. Putain, le canapé de ta mère. Tout ce qui est canapé, machin, on s'en fout, quoi. T'en choisiras un autre, ça t'occupera. Tout neuf, moi, salon, il a servi. On sait où il est. Alors lui, par contre, ça c'était une pièce d'un sculpteur qui est un de mes amis qui m'ont fait ça pour ma 3e étoile. Alors il était caché par d'autres oliviers, là aujourd'hui il va trôner tout seul. Les flammes ont frôlé sa maison. Devant ce triste spectacle, le chef réalise le travail acharné des pompiers. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait les pompiers là? Ils ont sauvé ma maison. C'est des types extraordinaires. Ils ont arrêté le feu au pied des voisins. On voit que tout a cramé. Toutes les maisons du village sont debout. Dans la commune, seulement 2 maisons ont été touchées. À quelques rues de là, son restaurant, l'Auberge du Vieux Puy, triplement étoilé, a également été sauvé par les pompiers.
Et alors ici, il y a également le volet de l'enquête qui évidemment est très important. 2 enquêtes sont actuellement ouvertes, notamment une pour les recherches des causes de l'incendie. Nous avons pu suivre les enquêteurs de l'IRCGN avec Paul Conge qui a pu les rencontrer hier. Pour comprendre, il faut d'abord fouiller, examiner l'environnement, une fois la zone de l'incendie refroidie, puis envoyer les prélèvements en laboratoire. Ici, on étudie les cendres comme des indices, et dans ces flacons, il pourrait y avoir des traces sur le déclencheur de l'incendie. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir non seulement quels composés sont présents dans l'échantillon, mais aussi quelles sont leurs proportions relatives. Et tout ça, ça va signer l'empreinte chimique potentielle d'un produit qui aurait été ajouté. Grâce à ces machines, les zones les plus dévastées révèlent parfois des preuves invisibles à l'œil nu. Objectif, comprendre l'origine du feu, qu'elle soit humaine ou naturelle. Pour pouvoir produire une flamme, il faut 3 choses. Il faut du combustible, il faut du comburant. Le comburant, on l'a en espace naturel de façon continue, c'est l'oxygène qui est présent dans l'air. Et puis, il faut une source d'énergie au départ, de façon à provoquer la première flamme. Autre enjeu clé, la recherche géographique, c'est-à-dire retrouver l'endroit exact où le feu a démarré. Les prises de vue aériennes permettent d'observer les indices inaccessibles depuis le sol. Les sapeurs-pompiers ont des drones, les gendarmes ont des drones. Plus vous agissez vite, moins vous allez avoir de terrain à couvrir pour rechercher l'origine de l'incendie. Et l'origine de l'incendie, c'est vraiment le point crucial pour pouvoir ensuite déterminer les causes. Dans l'Aude, une enquête judiciaire a été ouverte. Des enquêtes de voisinage sont également menées et des appels à témoins ont été lancés. Nous l'avons appris à la mi-journée. L'homme suspecté d'avoir agressé le maire de Villeneuve-de-Marcq a été interpellé. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a annoncé cette interpellation. On va retrouver Romain Etouin depuis Charentonnet. Romain, c'est ici que le suspect a été interpellé en fin de matinée. Il n'a pas résisté. Tout à fait, le suspect il a été interpellé sur la voie publique, c'est en tout cas ce que nous indique le parquet de Vienne avant d'être transporté par les gendarmes ici. C'est bien la brigade de Saint-Jean de Bournay. Nous avons pu apercevoir très brièvement ce mise en cause. Il était accompagné par plusieurs gendarmes qui ont mis un parapluie devant son visage avant de l'intégrer dans un véhicule qui se dirigeait vers Grenoble où se trouve la section de recherche. Cette interpellation, elle intervient après près de 48 heures de cavale. Cet individu qui, on le rappelle, mercredi soir avait violemment agressé le maire. Romain, attend des nouvelles de l'état de santé du maire qui a été agressé. Eh bien justement, ce maire, heureusement, il s'en est sorti pendant un temps. Son pronostic vital était engagé. Il avait été transporté en urgence absolue à Lyon. Visiblement, il s'en est remis. Il s'en remet peu à peu. Il a quand même une incapacité totale de travail de 15 jours. Il a pu confirmer le déroulé des faits aux enquêteurs puisqu'il a reçu 3 coups d'une arme blanche de la part de cet individu. 3 coups au niveau du thorax. L'individu qui s'en est également violemment pris à son fils. C'est maintenant à l'enquête de déterminer exactement la peine que risque d'encourir cet individu qui, on le rappelle, cette enquête elle a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée. Romain Etouin depuis Charentonnet sur des images de Timothée Piron. On vous parle également de l'actualité à l'étranger avec cette réunion qui sera évidemment scrutée avec énormément d'attention par les Ukrainiens. On vous parle bien sûr de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les 2 dirigeants ont prévu de se voir dans les prochains jours sans préciser où ni quand. Oui, cette annonce qui intervient alors que l'ultimatum lancé par Washington expire aujourd'hui. Donald Trump qui avait laissé 10 jours à Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions. Force est de constater que la guerre se poursuit. Reportage de Zoé Lamarche. Lors d'un micro tendu dans le bureau ovale, Donald Trump répond brièvement aux questions sur cet ultimatum donné il y a 10 jours à son homologue russe. Sous peine de sanctions sévères, un accord sur la guerre en Ukraine devait être trouvé aujourd'hui. Votre délai pour que Vladimir Poutine accepte le cessez-le-feu est-il toujours d'actualité et possible ? Cela dépendra de lui, nous verrons ce qu'il a à dire. Cela dépendra de lui, je suis très déçu, oui. Comme un début de sortie de crise, Donald Trump avait laissé espérer une rencontre des dirigeants russes, américains et ukrainiens. Un scénario que Vladimir Poutine a jugé prématuré. Mais une rencontre entre les 2 chefs d'État est prévue la semaine prochaine à la suite d'un échange mercredi entre Vladimir Poutine et l'émissaire spécial du président américain.
Cela n'était pas arrivé depuis 2019. Le temps presse pour le dossier russo-ukrainien. Je pense que l'un des résultats les plus souhaitables de cette rencontre, mais je ne pense pas que cela soit très probable, pourrait être un cessez-le-feu général pour dire, avant de faire quoi que ce soit d'autre, cessons simplement les hostilités. Le président ukrainien demande l'intégration des Européens dans les négociations. On en parle avec vous, Antoine Lard, vous êtes notre correspondant BFM TV à Washington. Cette rencontre annoncée entre Trump et Poutine, est-ce que cela veut dire que l'ultimatum lancé par le président des États-Unis est repoussé ? Écoutez, on verra ce que décide de faire Trump aujourd'hui, alors que son ultimatum arrive à expiration. Vous l'avez entendu, il est resté très flou, très vague sur ses intentions. Entre les lignes, on comprend que l'ultimatum n'est plus vraiment d'actualité et que Trump est prêt à accorder un délai supplémentaire à Vladimir Poutine, une dernière chance, et qu'il ne fera rien en termes de sanctions tant qu'il n'aura pas rencontré son homologue russe. Mais les choses ne sont pas très claires. C'est difficile de dire exactement ce que Trump a en tête. Ce qui semble certain, en tout cas, c'est que les Russes et les Américains sont déjà en train de préparer les détails de cette rencontre au sommet entre les deux dirigeants. Et on comprend notamment que Zelensky sera tenu à l'écart de ces discussions. Au départ, Trump espérait un sommet tripartite, Poutine, Trump et Zelensky, sauf que Poutine n'en veut pas et Trump en prend acte. Il se dit désormais prêt à rencontrer le chef du Kremlin, même si ce dernier ne veut pas parler à Zelensky. Trump, il faut bien le dire, cette rencontre, c'est le genre d'événement mondial qui le fait saliver. Trump est convaincu qu'il peut à lui seul changer le cours de la guerre et convaincre Vladimir Poutine d'arrêter les combats. On sait que Trump accorde beaucoup d'importance aux relations personnelles qu'il peut avoir avec certains dirigeants. On remarquera aussi que cette possible rencontre avec Vladimir Poutine, c'est une porte de sortie bien pratique pour Donald Trump pour ne pas perdre la face, alors que son ultimatum n'a strictement rien donné sur le terrain où les combats continuent et se sont même intensifiés ces derniers jours. Merci beaucoup Antoine Lard, notre correspondant depuis Washington. On continue de parler de cette rencontre très attendue entre Vladimir Poutine et Donald Trump avec vous, Claude Blanche-Maison. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou également, auteur de Fragments d'un parcours aventureux aux éditions Temporis. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine peut-elle laisser entrevoir un accord de paix ? Elle va avoir lieu parce que les deux protagonistes ont l'un et l'autre leurs raisons propres pour que cette réunion ait lieu. Alors, c'est pas par hasard si M. Trump a envoyé son émissaire spécial, Steve Witkoff, qui est un ami personnel en plus, et qui est déjà allé voir Poutine, qui le connaît. Par conséquent, d'ailleurs, Poutine l'a reçu, et l'a reçu pendant 3 heures, ce qui est énorme. Et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, parce qu'ils prennent beaucoup de précautions. Du côté russe, on sait que c'était le conseiller diplomatique de Poutine qui assistait à l'entretien. Du côté de Witkoff, on ne sait pas trop, parce que dans les contacts diplomatiques ou paradiplomatiques comme celui-ci, le problème, c'est les comptes rendus. Qui fait les comptes rendus et qui est en mesure ensuite de les lire. Donc le contenu est resté secret en réalité, et il y a probablement que peu de gens, à part le président des États-Unis, qui savent exactement ce qu'ils se sont dit. Il y a eu des fuites suscitées, peut-être fausses d'ailleurs, en Pologne, qui ont donné un plan en 5 points qui aurait été remis par M. Witkoff à M. Poutine. Mais il y a quand même anguille sous roche parce que, justement, le conseiller diplomatique de Poutine a dit « Oui, il nous a donné un plan qui, d'ailleurs, nous paraît tout à fait convenable ». Simplement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pas forcément ce que révèle la fuite qui vient d'un journal pas très connu de Pologne. Alors, effectivement, il se passe quelque chose de très important. Trump avait promis à son électorat de mettre fin à cette guerre. D'ailleurs, il a dit si j'avais été au pouvoir au moment où elle a éclaté, elle n'aurait jamais eu lieu. Donc aujourd'hui, 6 mois et demi après, il faut qu'il délivre quelque chose. Et effectivement, ce qu'il a trouvé depuis d'ailleurs pas mal de semaines, c'est de demander à Poutine quelque chose d'assez limité finalement. C'est une trêve d'1 mois. Donc, effectivement, il est probable que Poutine a dit à Witkoff, ça c'est de la fiction puisqu'on ne connaît pas le déroulement des conversations, il a dû lui dire, bon, écoutez, on peut se mettre d'accord sur une trêve, mais je veux voir publiquement, en tête à tête, le président américain. Et les deux hommes ne se sont pas vus depuis 6 ans, c'est ça? Exactement. Depuis 2019. Ils sont téléphonés. Oui, voilà, ils sont souvent au téléphone. Beaucoup de fois. Mais en chair et en os, ils ne se sont pas vus. Donc là, ça va être une première rencontre depuis de nombreuses années. Vous disiez que chacun aurait des intérêts à y trouver à cette rencontre, lesquels?
Eh bien, pour Poutine, c'est tout à fait évident, c'est que aux yeux du monde entier, puisque toutes les télévisions seront là, il apparaît à nouveau comme un dirigeant à parité avec le président le plus puissant du monde, comme à la belle époque de la guerre froide finalement, où le président américain et le président soviétique à l'époque, puis russe, se rencontraient à intervalles réguliers pour parler des affaires du monde, pour parler aussi du contrôle des armements nucléaires et effectivement, on sait maintenant qu'ils vont à nouveau en parler, c'est-à-dire qu'ils se réunissent pour parler des affaires du monde et pas seulement de l'Ukraine. Alors c'est une des raisons d'ailleurs qui a été avancée pour que d'ailleurs Poutine dise bah, écoutez, c'est pas la peine que Zelensky se dérange cette fois-ci, les conditions ne sont pas réunies. Trump a accepté ce qui était surprenant parce qu'il aurait pu en faire une condition. Je veux que dans une deuxième partie de la réunion, M. Zelensky entre dans la salle. Mais évidemment, Poutine a dit bah non, on va parler des questions mondiales, des questions nucléaires, de la paix, de la guerre et aussi de l'Ukraine bien sûr, mais c'est pas le seul sujet. Et donc Poutine trouve un intérêt considérable à cette reconnaissance dans le fond que Trump accepte de lui conférer en allant probablement dans les Émirats Arabes Unis un jour qu'on ne connaît pas de la semaine prochaine. Et pour le moment, en tout cas, sur le terrain, la guerre en Ukraine se poursuit. Donc il faudra suivre avec attention ce qu'il se dira. Et surtout quand cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump aura lieu. En France, la loi du plomb est donc retoquée en partie par le Conseil constitutionnel. Hier, les sages ont censuré l'article de loi visant à réintroduire l'acétamipride, un néonicotinoïde très controversé. Néanmoins, le reste de la loi est conservé. Oui. Dans un communiqué publié en fin de matinée, la ministre de l'Agriculture assure qu'elle prend acte de la décision de ce Conseil constitutionnel. Annie Genevard qui appelle aussi un sursaut du patriotisme alimentaire. À la mi-journée, la pétition contre la loi du plomb avait dépassé les 2 millions de signatures. Reportage d'Eléa Morel, Camille Fournier avec Marius Noël. Pour ces militants, pas de doute, la décision des sages est une victoire. Ça montre que le rapport de force fonctionne. Ça nous donne espoir pour la suite. Le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction prévue par la loi du plomb de l'acétamipride, un pesticide autorisé ailleurs dans l'Union européenne. Le sénateur à l'origine du texte relativise en rappelant que la majorité de la loi a tout de même été validée. 80% des articles sont conservés. Je vous rappelle que mon texte ne faisait que revenir sur des contraintes que la France a mises sur des décisions européennes qui s'appliquent partout en Europe. Réaction beaucoup moins positive du côté de la coordination rurale qui réclamait le retour de l'acétamipride. On est victime d'un agricide qui ne fait que s'accélérer. Avec leurs décisions, ils valident une politique de déproduction agricole en oubliant que l'agriculteur est celui qui façonne l'environnement. Une décision qui a également fait réagir les politiques, la gauche s'en dit satisfaite. Aux idéologues du retour en arrière, le Conseil constitutionnel vous donne encore un peu plus tort. C'est une victoire pour l'écologie, une victoire pour la santé, une victoire pour la démocratie. De la colère en revanche pour la droite et l'extrême droite. Laurent Wauquiez s'est directement attaqué aux sages, tout comme Marine Le Pen. En se comportant comme un législateur alors qu'il n'en détient pas la légitimité démocratique, le Conseil constitutionnel scie la branche sur laquelle il est assis. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il promulguera le texte en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel. Et forcément, pour certains agriculteurs, cette décision ne passe pas. Frédéric Fernandez, vous êtes dans le Val d'Oise pour BFM TV aux côtés d'un exploitant de betteraves. Pour ces exploitants, l'interdiction de ces néonicotinoïdes est une énorme déception. Oui, de la déception, mais aussi de l'incompréhension ici auprès donc des exploitants de betteraves sucrières. Je me trouve justement à vos côtés, Grégoire Bouillon. On est sur l'une de vos exploitations. Hier soir, vous avez appris justement que l'article était retoqué par le Conseil constitutionnel. Quelle a été votre réaction ? Tout d'abord, beaucoup de déception, par rapport au travail qui a été organisé depuis de longs mois. Les échanges qu'il y a pu avoir entre les politiques et puis aussi un peu de la consternation, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la censure, elle s'est faite plus sur la forme. C'est un jeu un peu juridique, sur un fond juridique, que sur le fond vraiment de la loi en elle-même et tout le travail et la co-construction qu'il y a pu avoir avec les politiques. Alors dites-nous aussi très concrètement, donc ce pesticide était déjà interdit depuis 2018 en France, il va rester interdit. C'est quoi la conséquence pour vous sur votre exploitation ?
La conséquence, en fait, elle est avant tout économique, puisqu'on est face à d'autres producteurs qui ont eu des outils techniques qu'on ne dispose plus. Donc nous, on a encore des solutions, mais qui ne fonctionnent moins bien, et en tout cas qui sont nettement plus coûteuses. Donc en fait, on n'arrive pas à équilibrer nos charges, tout simplement. Et puis il y a aussi un autre aspect. Vous me disiez tout à l'heure que pour vous, ça va être de la concurrence déloyale. C'est déjà le cas, puisque depuis 2018, on le rappelle, ce pesticide est interdit. Mais il y a de la concurrence déloyale avec les autres pays européens. Oui, typiquement, le pays qu'on compare le plus, c'est l'Allemagne, en fait. Et clairement, nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à produire avec on n'a pas les mêmes outils techniques, donc nos coûts de production sont plus élevés. Et en fait, on nous paye le prix de la betterave, voire des fois moins cher, puisque c'est un marché assez ouvert. Donc, pour nous, c'est vraiment la double peine, quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et donc, vous l'avez entendu, donc beaucoup de colère, de la déception. Et on rappelle bien sûr qu'Emmanuel Macron l'a indiqué ce matin. Il promulguera donc la loi du plomb sans l'article 2 qui a été donc retoqué par le Conseil constitutionnel hier. Merci beaucoup Frédéric Fernandez sur des images de Fantine Danter. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Dans un instant, nous retournerons bien sûr dans l'Aude aux côtés de nos envoyés spéciaux. Nous irons notamment voir si les pompiers arrivent toujours à contenir les flammes. Mais d'abord, on voulait vous parler des vignerons du département, Fanny. Oui, il y a plus de 900 hectares de vignes, en effet, ont été ravagés par les flammes. Une catastrophe pour ces vignerons. Néanmoins, les parcelles ont probablement été sauvées dans les villages aux alentours. Explication à Saint-Laurent-de-la-Cabreris dans l'Aude. Simon Pires de Souza, Pierre Bazin avec Lonis Kedaf. Au milieu des parcelles noircies par les flammes, quelques vignes ont résisté, mais impossible de récolter les raisins. Il risque d'y avoir des goûts de fumée à la fermentation, à la vinification, et ces goûts de fumée risquent de ressortir. Donc il est fort probable que ces raisins-là ne soient pas ramassés sur cette parcelle. Ces feuilles vertes sont la preuve que le feu s'est arrêté ici. Au cours des dernières heures, elles ont joué un rôle essentiel permettant d'empêcher la propagation des flammes. Même si la vigne a subi quand même des dommages, on voit quand même que le feu s'est arrêté là. Voilà, s'il n'y avait pas des vignes autour de cette commune de Saint-Laurent, le village aurait été brûlé à 90%. Des maisons sauvées en partie par l'entretien des vignes et leurs propriétés. C'est la présence d'eau du coup dans les feuilles et dans les baies. Et en plus de ça, il y a l'entretien du vigneron. Il n'y a pas une espèce de paille qui est facilement inflammable. Ça aurait été le cas, tout aurait peut-être flambé. Dans l'Aude, 5000 hectares de vignes ont été arrachés, mais beaucoup militent pour en replanter sur des kilomètres de friches, afin de bénéficier notamment des effets de ce coupe-feu naturel. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Restez bien avec nous dans un instant. Nous retournerons dans l'Aude où plus de 16 000 hectares de forêt ont été parcourus par les flammes depuis mardi. Un feu qui est désormais fixé, il ne progresse plus. Mais l'inquiétude demeure avec plus de 1500 policiers qui sont toujours mobilisés sur place pour éviter toute reprise de feu. Nous serons avec nos équipes sur place dans un instant. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Nous allons profiter pour commencer d'une relative fraîcheur en Vendée où l'on va tout de même renouer avec les 30 degrés ce week-end, notamment du côté de Noirmoutier. Le passage du Goa submergé, en réalité, c'est comme la marée. Cette vague de chaleur progresse lentement mais sûrement. Les départements en vigilance se multiplient. Déjà 11 départements concernés pour aujourd'hui. 17 pour ce samedi, de la Dordogne en descendant vers les Hautes-Pyrénées, du Puy-de-Dôme en allant vers les Savoies. Et j'attire votre attention également sur tous ces départements en vigilance jaune qui vont subir des températures caniculaires, là aussi sur une plus courte durée. Ça pourrait tout de même durer 8 à 10 jours, notamment dans le sud-ouest du pays. Il y a cette perturbation qui longe les côtes de la Manche en ce moment. Elle progresse lentement face aux hautes pressions et elle va se morceler d'ailleurs dans les heures qui viennent. On aura un peu plus d'éclaircies sur ce secteur, beaucoup plus de soleil sur les autres régions. Un vent marin, un vent d'autant jusqu'à 40 km/h qui fait remonter encore
pas mal d'humidité pour le département de l'Aude, qui en a bien besoin. Voyons les températures pour cet après-midi. Déjà des pointes à 37, 38 degrés localement, notamment dans le midi toulousain. En Auvergne, 37 degrés à Lyon, 29 à Paris, comptez 36 à Bordeaux et 33 degrés à Marseille pour cet après-midi. Plein soleil pour demain à nouveau, légèrement voilé, notamment de la Vendée en remontant vers les frontières du Nord. Ce voile va se replier vers le Grand Est dans le courant de l'après-midi. On aura un peu d'instabilité sur les reliefs de sud et déjà beaucoup de douceur le matin, 22 notamment à Toulouse. Dans l'après-midi, déjà des pointes à 40 degrés, notamment à Clermont-Ferrand. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? 14h30 sur BFM TV. À la une de l'après-midi info, aujourd'hui, cet immeuble qui s'est effondré à la mi-journée dans la ville d'Amiens, dans le centre-ville. Un important dispositif de sécurité est déployé, notamment pour chercher d'éventuelles victimes. Il s'agit d'un ancien hôtel de 2 étages avec des combles. Nos dernières informations dans un instant avec Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. Dans ce journal, nous irons également dans l'Aude. Plus de 16 000 hectares ont été parcourus par les flammes. 36 maisons endommagées dans 16 communes différentes et une personne décédée. L'incendie dans l'Aude est fixé. Il ne progresse plus pour le moment, mais plus de 1500 pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour éviter toute reprise du feu. Nos reporters seront aux côtés des pompiers, mais aussi de certains habitants qui retrouvent un petit peu d'électricité. Le cabinet de sécurité israélien donne son feu vert au plan de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a annoncé hier à la télé américaine vouloir prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza, y mettre en place un périmètre de sécurité, mais sans la gouverner. Dans plusieurs villes israéliennes, des familles d'otages ont manifesté contre le Premier ministre. Et puis en France, le Conseil constitutionnel a tranché. Il censure la mesure la plus polémique de la loi du plomb, celle de la réintroduction sous condition de l'acétamipride, ce pesticide contre lequel une pétition citoyenne a recueilli plus de 2 millions de signatures. Une épine en moins dans le pied d'Emmanuel Macron, on verra ça dans un instant. Mais tout de suite, l'information de ces dernières heures, c'est celle de cet immeuble qui s'est effondré en fin de matinée à Amiens. Boris Karlamov du service police-justice est avec nous. Un important dispositif est déployé sur place. Absolument, puisqu'il y a actuellement une quarantaine de sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur cet effondrement. 43 précisément, sapeurs-pompiers de la Somme, 3 du Pas-de-Calais de la brigade cynophile. Ajoutez à cela des pompiers spécialisés en déploiement ou encore en sauvetage. Les fils se sont déroulés peu avant midi dans le centre-ville d'Amiens, place Offert plus précisément. Il s'agit là d'un ancien hôtel de tourisme qui, selon les premières informations communiquées par la préfecture de la Somme à BFM TV, un bâtiment serait inoccupé. Il y a eu des premières reconnaissances réalisées donc par les sapeurs-pompiers à l'aide de chiens de recherche. Et ces premières reconnaissances, elles ne font état d'aucune victime sous les décombres à ce stade. Mais les opérations d'exploration se poursuivent pour confirmer ce bilan provisoire. Les habitations aux alentours attenantes à ce bâtiment ont été évacuées. Il y a une trentaine de personnes qui ont donc pu rejoindre un gymnase situé à proximité, le temps d'évacuer tous les bâtiments, le temps surtout que ces opérations de secours et de recherche se terminent. Un périmètre de sécurité a été mis en place, présence également de la police nationale, du SAMU et de GRDF, puisque le gaz a été coupé dans ce quartier. À ce stade, l'origine du sinistre reste indéterminée. Il va y avoir une enquête qui va être diligentée par le parquet d'Amiens pour donc déterminer les causes et les circonstances de l'effondrement de cet immeuble peu avant midi à Amiens. Merci beaucoup Boris pour ces dernières informations. On repart dans l'Aude avec cet incendie géant qui pour le moment ne progresse plus. C'est la bonne nouvelle de ce début de journée. Après 2 jours d'activité et plus de 16 000 hectares parcourus, l'incendie est pour le moment fixé. Une personne est néanmoins décédée, 18 autres ont été blessés, majoritairement des pompiers. On prend la direction de Saint-Laurent de la Caborise pour vous retrouver, Angie Loitard. Vous êtes près du poste de commandement qui est en place puisque les pompiers justement restent à pied d'œuvre. L'incendie n'est pas encore maîtrisé et le danger reste bien présent sur place. Oui, effectivement, danger présent. On est sous un soleil accablant, vraiment, avec de fortes températures qui s'abattent sur la région. Je vous précise ça parce que ce matin,
parmi les motifs d'espoir, il y avait notamment la température qui ne devait pas excéder 30 degrés. Il y avait également ce ciel qui était voilé, un air qui était chargé en humidité. Bref, des conditions plutôt favorables justement pour maîtriser cet incendie assez rapidement. Mais ça a été précisé dans la matinée, notamment par le sous-préfet. Il va falloir encore attendre de nombreuses journées, encore longtemps avant de pouvoir décréter cet incendie maîtrisé. Pourquoi ? Parce que, il y a ces températures aujourd'hui, il y a ce soleil qui continue de cogner sur des zones qui ont été brûlées, des lisières de forêt, 95 km de lisières qui sont surveillées actuellement par les effectifs des sapeurs-pompiers. Ils sont 1500 d'ailleurs actuellement déployés sur le terrain. Et il y a effectivement une vigilance permanente. Tout à l'heure, un colonel nous a fait un petit point de situation. Il revenait d'un survol avec la gendarmerie de l'ensemble de la zone. Il nous a dit oui, il y a des points encore extrêmement chauds qu'il faut surveiller, noyer et surtout, je vous le dis, baliser de telle manière à ce que le feu ne reparte pas. Merci beaucoup, Angie Loata, depuis Saint-Laurent de la Cabreries pour BFM TV. Et parmi les 16 communes concernées par l'incendie, il y a justement cette commune de Saint-Laurent de la Cabreries qui a payé un très lourd tribut. Vous le savez, une habitante de 65 ans. Il a notamment perdu la vie dans son domicile dévasté par les flammes. Et pour certains professionnels, les industriels, des vignerons, les dégâts matériels sont également colossaux pour ceux qui sont installés dans la commune. Ils en appellent aux autorités. Maxime Meunier, Bettina de Guglielmo. À Saint-Laurent de la Cabreries, Jamel, sous-traitant d'un opérateur téléphonique, a dû abandonner ses véhicules de chantier. Il y avait un camion très récent, une tarière foreuse, qui coûte un bras d'ailleurs. Voilà, et ça c'est la nacelle. La nacelle, voilà, qu'elle a cramé aussi. On ne voit plus rien. On ne peut pas travailler, on est bloqué, il y a les charges qui vont tomber, il y a tout qui va tomber. On est dans la merde en fait. On est dans la merde parce que sans nos véhicules, on n'est rien. Jamel va devoir constituer un dossier pour son assurance. Dans cette même commune, à 15 jours des vendanges, Laurent, vigneron, a perdu 80% de son matériel agricole dans l'incendie. Ça, c'est une machine à vendanger. Mais là, il y a quasiment une vingtaine de véhicules qui ont été impactés. Les tracteurs, les machines de récolte, oui, ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça, c'est colossal. Pour sauver son habitation, Laurent a dû faire le cruel choix d'abandonner ses locaux agricoles. Sa cave de vinification est complètement détruite. Certaines poutres fument encore. Une perte matérielle, mais également végétale. 40% de ses vignes sont directement touchées. Ça fait mal au ventre de voir ça. C'est une vigne qui, aujourd'hui, est vouée à être arrachée. On n'aura plus jamais de raisin, quoi. Par contre, la partie qui reste encore verte, il y a eu des fumées dessus. Et on se pose la question à savoir si on pourra éventuellement faire du vin avec ces raisins. Toutes ces récoltes sont donc compromises. Ces entrepreneurs interpellent les pouvoirs publics pour recevoir de l'aide au plus vite. Et en parallèle du travail des pompiers et de la sécurité civile sur le terrain, il y a bien sûr l'enquête menée pour déterminer l'origine de l'incendie. On en parle avec vous, Paul Conge, vous êtes journaliste police-justice de BFM TV. Vous avez eu la chance hier de pouvoir rencontrer ces experts de l'IRCGN. Comment travaillent-ils ? Oui, on s'est rendu hier avec Tanguy Tricoire à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. C'est un peu le vaisseau amiral de la gendarmerie scientifique en France. Et ils ont là-bas une unité spécialisée dans les incendies. Leur travail, en vérité, c'est de faire parler les cendres, déterminer si un incendie est d'origine criminelle ou non. Et c'est évidemment pas une mince affaire lorsque vous avez 16 000 hectares de terrain dévastés par les flammes. Dans l'Aude, donc, ils ont diligenté le major Christophe Rémillon, qu'on a rencontré hier. Je vous propose d'écouter d'abord un court extrait de notre entretien avec lui. Les sapeurs-pompiers ont des drones, les gendarmes ont des drones. Plus vous agissez vite, moins vous allez avoir de terrain à couvrir pour rechercher l'origine de l'incendie. Et l'origine de l'incendie, c'est vraiment le point crucial pour pouvoir ensuite déterminer les causes. Plus vous intervenez tôt, moins vous avez d'espace, de surface à investiguer. Donc des moyens aériens, des moyens humains donc, et c'est comme ça que dans l'Aude, ils sont parvenus, malgré la taille gigantesque de l'incendie, à remonter jusqu'au point d'éclosion du feu, dans une toute petite zone en bord de route. C'est là qu'ils effectuent donc des prélèvements, la terre brûlée, les cendres, les composés organiques, mais surtout ils vont s'intéresser à ce qui a pu être apporté là par l'homme, par exemple des bidons d'essence, des mégots, des bouteilles de white spirit, ce qu'ils appellent des produits accélérants, dans le sens où c'est ce qui va permettre de déclencher ou de propager un feu. Ces prélèvements sont ensuite transportés donc au laboratoire de l'IRCGN
à Pontoise. Et donc, on voit qu'ils analysent donc ces fragments dans des environnements stérilisés. Ils insèrent ça dans un chromatographe, une machine spéciale ultra précise qui va décomposer ces fragments et disperser les molécules chimiques. Et ça permettra de mettre en évidence ensuite sur un graphe, après analyse, on voit sur des images là par exemple un scellé issu d'une scène de sinistre. Et bien ces scellés-là ensuite, ils sont insérés dans cette machine et le graphique permettra à la fin de déterminer, trouver la trace d'hydrocarbures, d'alcool qui sont invisibles à l'œil nu, mais par contre qui donneront des indices extrêmement précieux pour connaître la nature intentionnelle ou non du feu. Merci beaucoup, Paul Conche, de nous avoir emmenés dans les coulisses de cette IRCGN, donc à Pontoise. Il y a un travail vraiment précieux pour enquêter justement sur cet incendie, notamment, qui n'est pas encore maîtrisé, on le rappelle. 14h38, dans l'actualité internationale à présent, le cabinet de sécurité israélien a approuvé hier le plan de Benjamin Netanyahou pour vaincre le Hamas à Gaza. Oui, le Premier ministre israélien a annoncé hier sur la chaîne américaine Fox News son intention de prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza. L'objectif affiché, c'est d'y mettre en place un périmètre de sécurité, dit-il, mais sans la gouverner. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On voit ça avec Anaïs Girard et Carla Plomb. L'offensive israélienne est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Tsahal devrait bientôt passer au crible la bande de Gaza et se prépare à prendre le contrôle de sa ville principale, maison par maison, afin de conquérir toute l'enclave. Malgré l'opposition du chef d'état-major, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan de Benjamin Netanyahou qui repose sur 5 principes, parmi lesquels le désarmement du Hamas, le retour des otages vivants ou morts et la démilitarisation de la bande de Gaza. À la télévision américaine hier, le Premier ministre israélien affirme que cette occupation totale ne serait que temporaire. Il compte mettre en place un périmètre de sécurité, mais sans gouverner. Nous voulons la confier à les forces arabes qui la gouverneront correctement, sans nous menacer, et qui donneront aux habitants de Gaza une vie agréable. Ce n'est pas possible avec le Hamas. Cette décision forcerait le déplacement de centaines de milliers d'habitants de la bande de Gaza vers les routes dans le sud de l'enclave. Épuisés, affamés après bientôt 2 ans de bombardement, les Gazaouis oscillent entre inquiétude et résignation. La volonté de Netanyahou d'occuper Gaza, c'est comme s'il n'y avait plus rien à occuper de toute façon. Nous sommes déjà en train de mourir. Une centaine de milliers de morts chaque jour. En bord de mer à Tel Aviv ce matin, l'annonce de ce nouveau plan de guerre suscite de vives réactions. La guerre à Gaza doit cesser car trop de nos soldats meurent. C'est un arrêt de mort pour tous les otages encore retenus là-bas. Près de 75% de la bande de Gaza est déjà sous contrôle de l'armée israélienne. Et on retrouve Stéphane Amar, notre correspondant BFM TV à Jérusalem, face à cette déclaration du Premier ministre israélien. Des familles d'otages, des anciens otages libérés également, ont manifesté hier dans plusieurs villes d'Israël. Elles accusent le Premier ministre de les sacrifier pour garder le pouvoir, disent-elles. Oui, absolument. L'affaire des otages est au centre de la controverse autour de cette nouvelle phase de l'opération militaire, car 2 visions s'opposent. Il y a celle des familles des otages que vous venez de mentionner, qui pensent que cette opération va mettre en danger les otages encore vivants. Je vous rappelle, une 20aine d'otages seraient encore en vie sur la 50aine d'otages détenus encore par le Hamas dans la bande de Gaza. Mais Benjamin Netanyahou et une partie de son gouvernement affirment au contraire que la seule façon de faire céder le Hamas, qui pour l'instant dans la négociation refuse de libérer les otages, eh bien c'est précisément la pression militaire et pourquoi pas des opérations commando comme il y en a eu quelques-unes seulement depuis le 7 octobre 2023. 2 visions donc qui s'opposent, qui divisent la société israélienne, mais c'est Benjamin Netanyahou qui est au pouvoir, qui contrôle la situation et donc qui, envers et contre tout, devrait lancer cette opération militaire vers Gazaville. Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue d'en parler avec vous. David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur associé à l'Institut de recherche internationale et stratégique. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Notre première question, c'est que en fait, cette volonté de Benjamin Netanyahou de lancer de réinvestir une nouvelle fois la bande de Gaza, alors que c'est déjà le cas dans de nombreux quartiers, cela va complètement à l'encontre de la volonté de certains pays occidentaux, dont la France, de reconnaître l'État palestinien. Oui, mais de toute façon, c'est pas uniquement par rapport à des pays étrangers, c'est qu'il y a une opposition avérée. Aujourd'hui, on voit en Israël, il y a une lettre ouverte de quelques 550 anciens responsables
des services de sécurité, du Mossad, du Shin Bet, des services secrets de l'Aman, des services secrets de l'armée, et des chefs d'état-major de l'armée qui disent que c'est une impasse et que effectivement ce plan mène potentiellement au désastre. Donc il y a eu une réunion dans le cadre de la réunion du conseil du cabinet de sécurité restreint, des tensions extrêmement fortes entre Eyal Zamir, qui est le chef d'état-major de Tsahal, et puis les ministres d'extrême droite. Le chef d'état-major a fait valoir que potentiellement il y avait des risques extrêmes pour les otages, que ça ne réglerait pas la question de fond, de toute façon, du jour d'après, notamment pour le déplacement des civils du nord au sud. On ne déplace pas 1 million de personnes comme ça de manière aisée, logistique. Et puis, il y a des attendus très, très incertains sur l'administration après. Et même si le Premier ministre a évoqué des pays arabes, sans les préciser lesquels d'ailleurs, pour une gouvernance qui prendrait le relais, on ne voit pas très bien justement comment les choses peuvent se produire, sinon de manière problématique. Alors justement, vous évoquez cette situation. Le plan de Benyamin Netanyahou, il vise à mettre en place un périmètre de sécurité, dit-il, mais sans la gouverner. Il ne veut pour cela ni du Hamas ni de l'autorité palestinienne. Alors quelle gouvernance possible ? C'est tout le problème. C'est le flou qui est entretenu d'ailleurs. Et en fait, c'est le résultat des contradictions internes au cabinet de sécurité, puisque notamment 2 ministres, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui sont les 2 ministres de la mouvance sioniste religieuse, enfin en tout cas Itamar Ben-Gvir s'est opposé à certaines clauses justement de la décision du cabinet, parce qu'il n'y avait pas la mention du déplacement de la population à l'extérieur, ni de l'annexion, ce qui est leur objectif. Ce qui n'est pas forcément l'objectif du Premier ministre. Seulement, voilà, il est piégé par les contraintes de sa coalition, et donc il entretient un flou qui fait qu'il utilise des éléments de langage qui renvoient assez largement, d'une certaine manière, à la pensée magique. C'est bien ce que nous reproche d'ailleurs en filigrane le chef d'état-major Eyal Zamir. Pour autant, David Rigolet-Rose, on a vu qu'à l'intérieur même de son pays, il y a des personnes qui sont contre cette décision. Il lui reproche, notamment les familles d'otages, lui reprochent de mettre en danger la vie de ces otages. Est-ce que cette pression en interne pourrait le faire changer d'avis ? Ça ne le fera pas changer d'avis parce qu'il est tenu en fait par les contraintes de sa coalition. Mais ce qui est significatif, c'est effectivement l'étendue des critiques qui montent. Je ne parle pas de l'extérieur, je parle en interne, en Israël. Et pas seulement de la gauche. Il y a des ministres comme d'anciens ministres de la Défense, comme Lieberman, qui considèrent que c'est une erreur stratégique. Et pourtant, il n'est pas suspect de mollesse vis-à-vis du Hamas. Et il considère qu'effectivement, le plan qui est présenté est trop flou, les buts de guerre ne sont pas déterminés et que ça va induire des risques énormes. Alors d'abord pour les otages, mais pas seulement. Il y aura un coût économique de prise en charge de l'enclave et évidemment, préalablement au coût économique, c'est les risques de toute façon de pertes humaines dans une forme de guérilla urbaine qui s'installerait avec une forme de syndrome vietnamien, entre guillemets, toute chose légale par ailleurs, et toute chose légale, toute chose que une armée conventionnelle ne peint par-dessus tout. Merci David Rigolet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, de nous avoir apporté votre éclairage. La guerre en Ukraine à présent, avec cette rencontre prévue dans les prochains jours entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Aucune précision pour le moment, ni sur la date, ni sur le lieu précis de cette rencontre, mais le calendrier interroge. C'est aujourd'hui qu'expirait l'ultimatum fixé par le président américain à son homologue russe pour mettre fin à la guerre sous peine de nouvelles sanctions. Et côté ukrainien, la demande de Volodymyr Zelensky de participer à la rencontre s'est confrontée une fois de plus au refus de Vladimir Poutine. On va retrouver Nicolas Coadou, vous êtes notre envoyé spécial à Dnipro en Ukraine. Nicolas, sur le terrain, la guerre continue en Ukraine, elle ne s'arrête pas. Oui, absolument. Il y avait, pour être tout à fait honnête avec vous, peu d'attentes quant à cet ultimatum qui expirait aujourd'hui. Je le rappelle, Donald Trump qui avait laissé 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour cesser les combats sous peine de sanctions massives. Il y a encore eu ce matin des alertes aux drones sur la capitale, sur Kiev, sur d'autres villes ukrainiennes et bien évidemment le front qui continue d'être particulièrement actif, notamment à l'Est. Tout le monde a bien compris ici qu'il n'y aurait pas un cessez-le-feu immédiat et tout le monde l'avait d'ailleurs compris lorsqu'il y a eu cette annonce d'une rencontre probable
la semaine prochaine entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Rencontre à laquelle, c'est important de le préciser, aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas souhaitée être présente parce que ce qu'expliquent aujourd'hui les Américains et les Russes, c'est que dans un premier temps, il doit y avoir cette rencontre, puis possiblement derrière une rencontre trilatérale. Mais au moment où on se parle, on est encore extrêmement loin. Cette guerre, donc, oui, qui continue, et Volodymyr Zelensky qui tente de rester dans le jeu diplomatique malgré le fait qu'il soit mis de côté, qu'il ne participe pas à cette réunion à venir. Il s'est tout de même entretenu avec Donald Trump il y a 2 jours. Il a d'ailleurs, diplomatie oblige, salué sa médiation et l'a remercié pour cela avant de s'entretenir avec ses nombreux collègues européens, ses alliés, le chancelier Merz allemand ou encore Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, une manière de resserrer les alliés autour de lui en rappelant que l'Europe, elle aussi, à l'instar de l'Ukraine, avait un rôle à jouer dans cette négociation pour un futur traité de paix. Merci Nicolas Coadou en direct de Dnipro en Ukraine avec Théo Touché derrière la caméra. Retour en France à présent où le Conseil constitutionnel a donc censuré la mesure la plus polémique de la loi Duplon, celle de la réintroduction sous condition de l'acétamipride, un pesticide contre lequel une pétition citoyenne a depuis reçu plus de 2 millions de signatures. On en parle avec vous, Mathieu Coache du service politique de BFM TV. C'est un désaveu pour Emmanuel Macron ? Alors, d'abord, on va parler du gouvernement, parce que c'est pas exactement la même chose pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron. Pour le gouvernement, oui, c'est un désaveu. Pour 2 raisons. D'abord sur le fond, parce que le gouvernement s'était engagé sans réserve pour la réintroduction de ce pesticide controversé, en ignorant à la fois les voix des scientifiques et aussi celles des 2 millions de personnes qui avaient signé cette pétition. Il n'y avait que Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, qui avait apporté un peu de nuance en demandant de nouveaux éléments scientifiques. Mais c'est surtout un camouflet sur la méthode qui a été employée par le gouvernement, parce que pour arriver à ces fins, eh bien, le gouvernement a utilisé un subterfuge dans la procédure d'adoption de la loi. C'est un peu technique, mais c'est important. Les députés du bloc central avaient voté contre la loi Duplon, alors qu'ils la soutenaient. En votant contre, eh bien, ça leur permettait d'éviter tout débat dans l'hémicycle, tout débat démocratique. La loi s'est retrouvée directement dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, où le gouvernement était certain de gagner le vote et de faire passer la loi. Et le Conseil constitutionnel a rappelé à l'ordre les députés du bloc central et le gouvernement en leur disant que cette astuce-là, eh bien, c'était un usage manifestement excessif de leurs droits. Alors justement, il y a aussi Emmanuel Macron dans cette équation. Peut-être que finalement, c'est un soulagement pour lui. Il a au moins pas besoin de trancher. Oui, pas besoin de trancher, alors qu'il n'avait finalement que des mauvaises options qui s'offraient à lui. La première, ça aurait été de soutenir cette loi, de donner raison aux agriculteurs. Et là, on aurait dit qu'il n'était pas assez, virulent dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est quelque chose qui lui colle à la peau depuis des années maintenant, dont il veut absolument se débarrasser. Et puis, il aurait aussi, au passage, ignoré 2 millions de signatures. Ça n'est pas rien, surtout quand on passe son temps à dire qu'on veut donner la parole au peuple à travers un référendum ou des conventions citoyennes. Puis l'autre option, ça aurait été l'inverse, donc de s'opposer à la loi. Et là, les agriculteurs lui seraient tombés dessus. Et le gouvernement est extrêmement fébrile face à la colère agricole. Donc Emmanuel Macron n'a pas eu besoin de choisir. Et finalement, c'était peut-être un moindre mal pour lui. Merci beaucoup Mathieu Coache pour ces précisions. L'actualité judiciaire à présent, c'est aujourd'hui qu'un homme sera jugé. Il est soupçonné d'avoir allumé sa cigarette sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris mardi. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé mercredi qu'il allait retirer le titre de séjour de cet homme d'origine marocaine. Marie Roux, vous êtes notre reporter au tribunal judiciaire de Paris et c'est là donc que cet homme va être jugé cet après-midi en comparution immédiate. Oui, effectivement, cet homme va comparaître cet après-midi devant le tribunal judiciaire de Paris. Il est poursuivi pour violation de sépultures, urnes, tombeaux ou monuments édifiés à la mémoire des morts. C'est une qualification rare et il encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Alors les faits se sont passés lundi soir sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. On voit un homme s'accroupir au niveau de la flamme du soldat inconnu et d'y allumer sa cigarette avant de repartir sans être inquiété, le tout devant des touristes assez médusés. Forcément, cette vidéo, elle a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, à commencer par celle du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui voit en ce geste un acte indigne et misérable. Bruno Retailleau qui a demandé à ce qu'on retire son titre de séjour à cet homme. La ministre chargée des anciens combattants, Patricia Miralles, a elle, quant à elle, dénoncé une insulte à nos morts, à notre histoire et à notre
Nation. Tous les deux ont saisi la justice. L'homme âgé de 47 ans et d'origine marocaine a été interpellé le lendemain des faits et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits. Il était déjà connu des services de police et il devrait passer en comparution immédiate dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. Merci beaucoup Marie Roux depuis le tribunal judiciaire de Paris sur les images d'Hugo Dorsemène. Il est 14h53 sur BFM TV, vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous repartirons évidemment voir la situation dans l'Aude sur le plus gros incendie du siècle, le plus gros incendie de l'été. Il est pour le moment fixé, mais en aucun cas il n'est ni maîtrisé ni éteint. Ça va prendre plusieurs jours avant que les dernières fumerolles puissent être complètement éteintes par les pompiers. 1500 pompiers sont toujours sur place pour lutter contre ces flammes. À tout de suite. Mister Auto, pour tous ceux qui entretiennent leur auto, qui filent dans la ville, qui s'évadent chaque week-end ou qui roulent des mécaniques. Avec Mister Auto, cliquez et recevez la pièce ou l'accessoire qu'il vous faut pour toutes les façons de bouger, toujours à nos meilleurs prix. Trouvez tous les produits Valeo sur mister-auto.com. Mister Auto, click, get and move. Café long, espresso, cappuccino, votre coffee shop à la maison en un seul clic. Tassimo reconnaît chaque capsule, ajuste seule la température, l'intensité et la taille du café. Tassimo s'occupe de vous. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Moka a passé des années enfermée dans une cage, sans jamais sortir. Vénus a été percutée par une voiture après avoir été abandonnée par sa famille. Polly a été vendue sur un site internet comme un simple objet. Comme 45 000 animaux chaque année, ils ont besoin d'être soignés et protégés. Ils ont besoin de votre amour pour reprendre goût à la vie. En faisant un don de 10 € par mois, vous devenez compagnon SPA. Vous êtes là chaque jour pour Moka, Vénus, Polly et tous les animaux en détresse. Avec 10 € par mois, vous sauvez des vies. Recherchez compagnon SPA sur Internet ou appelez le 0806 700 710. Si vous êtes jeune conducteur, résilié, sinistré ou malucé, il est presque impossible de trouver une assurance. Heureusement, depuis plus de 20 ans, AssurePeople.com est là et sera toujours là pour vous. Rendez-vous sur AssurePeople.com pour assurer tout de suite votre voiture. Vous savez quoi? Même en vacances, mes clients prennent rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple. Ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre les essuie-glaces. My Hero Academia. Entrez à la Hero Academia aux côtés du jeune Izuku Midoriya avec l'intégrale du manga culte en grand format inédit. À chaque numéro, plus de 200 pages de manga, des pages couleurs, un marque-page et un poster. Le numéro 1, 1,50 € seulement. Bravo! Vous trouvez toujours le bon plan, le resto cool, le chemin le plus court. Faites pareil pour votre compte. Nickel, c'est un compte avec une carte, un RIB et une appli. Sans paperasse, avec plaisir. Nickel, tout simplement. En 5 minutes, chez tous nos buralistes et sur nickel.eu. Quoi? Tout ça? Pour ce prix? Je peux voir? Il y en a encore que ça étonne. Leclerc est moins cher que Carrefour, Intermarché ou Lidl par exemple. Et chez vous, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Savourez le plaisir au quotidien avec Ninja Swirl. Transformez presque tout en glace à l'italienne ou boule de glace à la maison. Rafraîchissez tous vos amis avec Ninja Slushy. Transformez jus de fruits, soda et café en granité irrésistible. Ninja, pour une vie pleine de saveurs. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps,
Tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. Et si une maison pouvait partir sauver des vies à l'autre bout du monde? En faisant un leg à Médecins du Monde, vous permettez aux plus vulnérables d'être soignés en France et partout dans le monde. Faites un leg à Médecins du Monde. Plus d'informations au 0805 489 489. Achetez vos nouvelles portes et fenêtres dès maintenant sur fenêtre24.com. Lancez le configurateur en ligne et passez votre commande en quelques clics. Fenêtre24.com, spécialiste des portes et fenêtres en ligne. Merci docteur. Alors à qui le tour? Bonjour. Ça va? Docteur, qu'est-ce qu'on fait? appelez le 112 et mettez le haut-parleur. Un accident peut arriver n'importe quand. Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 200 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama, toujours là pour moi. BFM TV, il est quasiment 15h, c'est la suite de l'après-midi info. À la une cet après-midi, 1500 sapeurs-pompiers sont toujours sur le terrain dans l'Aude pour lutter contre les flammes. L'incendie du siècle est loin d'être éteint, il reste néanmoins fixé en cet après-midi. Les conditions météo sont pour le moment favorables aux pompiers. Néanmoins, des reprises de feu peuvent intervenir à tout moment. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. L'homme suspecté d'avoir agressé violemment un maire de l'Isère a été interpellé ce matin. Il n'a pas résisté lors de son arrestation par les forces de l'ordre. Mercredi dernier, ce suspect avait attaqué l'édile avec un couteau. Il avait aussi tenté de lui rouler dessus avant de prendre la fuite. C'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé son arrestation. À Amiens, un immeuble s'est effondré à la mi-journée dans le centre-ville. Un important dispositif de sécurité est déployé, notamment pour chercher d'éventuelles victimes. Là, il s'agit d'un ancien hôtel de 2 étages avec des combles. Nous verrons ces dernières informations avec Boris Karlamov dans un instant. Et puis Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine dans les prochains jours. On ne sait pas encore quand, précisément, ni où. Une réunion entre le chef du Kremlin et le président des États-Unis qui suscite beaucoup d'interrogations, notamment une. Va-t-elle mener à la fin de la guerre en Ukraine? Nous en parlerons dans un instant. Plus de 48 heures après le début de cet incendie du siècle, c'est la bonne nouvelle. Après avoir parcouru plus de 16 000 hectares, l'incendie dans l'Aude est pour le moment fixé. Néanmoins, les pompiers l'assurent, la lutte contre les flammes est loin d'être terminée. 1500 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés, Fanny. Et on prend la direction de l'une des 16 communes touchées, celle de Saint-Laurent de la Cabrerie, où on vous retrouve, Angile Ouattara. Vous êtes près du poste de commandement de ces pompiers qui restent mobilisés. Quelle est la situation à l'heure actuelle? On imagine que les pompiers restent très vigilants. Oui, vigilance absolue. Hein. Franchement, on a même une petite brise là de vent qui vient d'arriver, mais 30 degrés, un soleil écrasant sur l'ensemble de la région, sur l'ensemble des 16 000 hectares parcourus par ce feu depuis mardi. Donc oui, il y a une vigilance absolue ici parce que les conditions semblaient favorables ce matin. Il y avait un air extrêmement chargé en humidité, un ciel qui était voilé, mais désormais on se rend compte que l'après-midi est un peu plus chaude que ce qu'on pouvait anticiper et surtout il n'y a pas un nuage à l'horizon. Donc effectivement il y a une vigilance, elle passe par les hommes et les femmes, hein, les 1500 effectifs des sapeurs-pompiers qui sont mobilisés actuellement, qui se trouvent en réalité autour des endroits qui ont brûlé, autour des lisières, les 95 km de lisières qu'il y a à surveiller, où de l'eau a été injectée, du retardant, du mouillant, vous avez appris ces termes lors de ces derniers jours qui permettent en concret de retarder la manière dont la végétation peut se consumer suite à un incendie. Donc voilà ce qui est en cours, des phases de noyage assez intenses par certains endroits, mais surtout les yeux rivés absolument partout pour s'assurer qu'aucun point chaud ne reprend et qu'il n'y a pas de reprise de feu, d'autant que les conditions météorologiques dont je vous parlais, elles ne vont pas s'améliorer dans les prochains jours. Merci beaucoup, Angile Ouattara, depuis Saint-Laurent de la Cabrerie pour BFM TV. On continue de parler de cet incendie dans l'Aude avec vous.
Ludovic Pingano, vous êtes consultant incendie pour BFM TV. Merci d'être avec nous. On a une question évidemment là à 15h, après plus de 48 heures de lutte contre ces flammes. L'incendie est bien loin d'être fixé et le travail des pompiers est encore considérable. Oui, ça a été largement évoqué, hein, 16 000 hectares brûlés, 95 km de lisière. Fixer ne veut certainement pas dire que tout est terminé et que c'est gagné. Fixer, c'est une étape avant que le feu soit maîtrisé, avant de noyer l'ensemble des lisières et les points chauds. Et ça va prendre beaucoup de temps. On a fait le point ce matin avec le commandant des opérations et le préfet du département. Il va falloir plusieurs jours pour espérer arriver au bout de ce feu. Il s'agit d'aller traquer la moindre fumerole, le moindre point chaud, la moindre souche qui brûle. Et là, on le voit très bien sur les images avec l'engagement du détachement d'intervention héliporté. Donc, ces sapeurs-pompiers qui sont embarqués à bord d'un hélicoptère pour accéder à des zones qui ne sont pas accessibles avec des engins feux de forêt et qui sont donc posés comme cela sur ces zones très compliquées d'accès, avec des moyens d'extinction, avec de l'eau, pour pouvoir eux aussi aller chercher toutes ces souches. Donc vous comprendrez bien que sur une surface aussi importante, le travail à réaliser est considérable. Vous évoquez justement les moyens aéroportés, mais il y a quand même une difficulté aujourd'hui avec les nuages, ce plafond de nuages qui est assez bas pour empêcher les hélicoptères, les avions de progresser facilement. Oui, c'est une des difficultés du jour, même si cet après-midi, avec la hausse des températures, le nuage nuageux va vraisemblablement progressivement s'effacer. Bon, maintenant, sur une journée comme aujourd'hui, l'emploi des mailles aériens n'est pas utile, hein. Vous le voyez très bien sur vos images, il s'agit de traiter vraiment des points très précis. Et pour le coup, l'emploi d'un Dash ou d'un Canadair est largement surdimensionné par rapport aux besoins. Par contre, effectivement, l'emploi de moyens héliportés, donc d'hélicoptères, peut être intéressant, puisque l'hélicoptère a cette capacité, que ce soit un hélicoptère lourd ou un hélicoptère léger, a cette capacité de larguer de façon extrêmement précise, et très rapidement, et surtout à des endroits où les sapeurs-pompiers ont du mal à accéder. Ludovic Pingano, il faut peut-être souligner aussi l'exceptionnel travail de tous ces pompiers qui ont réussi à fixer l'incendie du siècle, l'ogre des Corbières, comme on l'appelle, en seulement 48 heures. C'est un exploit ? Oui, c'est un exploit. Je ne vous cache pas que quand j'ai appris hier soir, quand le préfet hier soir s'est officiellement exprimé en disant que le feu était fixé, ça a été vraiment un gros soulagement parce que, vous savez, l'un des principes dans le domaine de la lutte contre le feu de forêt, mais aussi dans le domaine de la gestion de crise, c'est l'humilité. Et il faut juste accepter que ça n'est jamais définitivement gagné, et donc il faut toujours être très prudent. Et donc vraiment, quand j'ai entendu le préfet s'exprimer hier soir sur le fait que ce feu était fixé, ça a été un soulagement, d'autant plus qu'hier après-midi, le vent devait tourner, devait se lever, et qu'on n'était pas à l'abri de reprise de feu sur une zone qui n'était encore pas touchée à ce moment-là. Donc c'est une vraie satisfaction. Pour autant, l'ogre des Corbières, puisque c'est comme cela qu'on l'appelle, est touché mais pas coulé. Donc il faut donc faire preuve à la fois de prudence et d'humilité. Toujours beaucoup de prudence. Merci Ludovic Pingano, consultant en gestion de crise BFM TV, fondateur du cabinet Atrisque, de nous avoir apporté votre éclairage. Il y a plus d'une trentaine de maisons qui ont été touchées directement ou indirectement par cet incendie. Nos envoyés spéciaux ont suivi notamment le retour dans son domicile du chef triplement étoilé Gilles Goujon. Sa maison a été sauvée de justesse par les pompiers hier. En revanche, vous allez le voir, toute la végétation autour de chez lui a tout simplement disparu. Il ne reste que des branches calcinées ou des cendres. Bettina Guglielmo avec nos reporters Célia Vallet et Lucas David. C'est tout cramé en bas. Hier, le chef Gilles Goujon est retourné chez lui pour la première fois constater les dégâts. Sa maison est intacte, mais le paysage... Oh putain, la colline, tout a cramé. Il n'y a plus rien, toute la colline a cramé. Ce panorama dantesque le désole. Plus rien. Oh, la nature était si belle. J'aurais jamais cru vivre ça, moi. Parce que ça fait 32 ans qu'on s'installe ici, parce que c'est exceptionnel, quoi. Et puis c'est devenu mon terroir, et c'est devenu ma vie, et voilà. Seule une partie de sa terrasse est détruite. Le chef relativise et tente de garder son humour. Putain, le canapé de ta mère. Tout ce qui est canapé, machin, on s'en fout, quoi. T'en choisiras un autre, ça t'occupera. Tout neuf, moi, ça, il a un service. C'est fou, il est... Alors lui, par contre, ça, c'était une pièce d'un sculpteur qui est un de mes amis qui m'ont fait ça pour ma 3e étoile.
Alors, il était caché par d'autres oliviers, là, aujourd'hui, il va trôner tout seul. Hein. Les flammes ont frôlé sa maison. Devant ce triste spectacle, le chef réalise le travail acharné des pompiers. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait, les pompiers, là? Ils ont sauvé ma maison. C'est des types extraordinaires. Hein. Ils ont arrêté le feu au pied des voisins. On voit que tout a cramé. Toutes les maisons du village sont debout. Dans la commune, seulement 2 maisons ont été touchées. À quelques rues de là, son restaurant, l'auberge du Vieux Puy, triplement étoilé, a également été sauvé par les pompiers. Et je rejoins Loïc Rivière, notre journaliste météo-climat, pour justement voir quel est le contexte à l'heure où on se parle autour de ce département de l'Aude, avec des images satellites qui parlent d'elles-mêmes. Oui, ce sont des images du satellite Sentinelle-2 du réseau européen Copernicus. On peut y voir avant et après l'incendie, l'évolution de la situation, l'évolution de la végétation notamment. Alors les premières images ont été prises le 22 juillet dernier, donc avant le déclenchement de l'incendie. Vous voyez ce qu'on peut voir. En grisé, vous avez l'incendie justement. Et vous voyez l'évolution, cette végétation désormais qui tire vers le brun desséché par les flammes. D'ailleurs, elle a été simplement avalée par cet ogre, tout simplement, sur 16 000 hectares, 13 000 hectares donc consumés sur ce secteur. Les prévisions pour ces prochaines heures, c'est quoi? On va vers l'alcalmie? Alors, hier, on n'espérait même pas avoir le feu fixé avant la fin de la journée. Aujourd'hui, il serait bien de l'étouffer, de le noyer le plus rapidement possible. Il y a une fenêtre un peu moins défavorable, un peu plus favorable avec ce vent marin, vous voyez, qui remonte de Méditerranée. Alors, il apporte un peu plus d'humidité. On l'a vu, il y avait des nuages bas ce matin qui limitaient la visibilité. Ils se sont désormais éclipsés, mais ils vont se reformer à nouveau la nuit prochaine. Demain matin, ce sera à nouveau couvert sur ce secteur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 50% d'humidité dans l'air à cette heure-ci. En revanche, on a 30 degrés et 30 km/h de vent. Encore ce vent qui peut porter des braises, parfois sur des dizaines, des centaines de mètres. Et on peut voir de nouveaux départs de feu. Et la moins bonne nouvelle, c'est que la canicule nous inquiète maintenant. On surveille les températures qui vont s'envoler sensiblement. Alors l'anticyclone remonte vers le pays et juste à côté de vous, il y a également Dexter. C'est un ex-cyclone qui remonte à nos latitudes. Il sera très atténué en réalité, mais il va jouer le rôle de pompe à chaleur en faisant remonter cette masse d'air caniculaire qui vient notamment d'Espagne, où on dépassait les 42 degrés en cette fin de semaine. Ce week-end, donc, les fortes chaleurs remontent. Il y a déjà 7 départements en vigilance orange pour aujourd'hui. À partir de demain, 17 départements concernés cette fois-ci, dont le département de l'Aude. Je vous emmène à Narbonne pour voir l'évolution de la situation. Vous voyez, 34 degrés samedi. 40 degrés prévus pour la journée de dimanche. On comprend bien comment les foyers qui persistent encore pourront facilement regagner en intensité. Et si on regarde plus largement, à l'échelle du pays, maintenant, des pointes à 39, 40 degrés, on pourrait les atteindre dans le sud-ouest, dans la vallée du Rhône. Donc déjà pour cet après-midi, mais également pour ce samedi, des pointes à 40 degrés possibles jusqu'au Val-de-Loire. 32, 34 degrés en direction du bassin parisien. Nous serons sur un plateau chaud. Le pic est prévu notamment pour la journée de mardi, mais cette vague de chaleur pourrait nous mener jusqu'à la fin de la semaine prochaine au moins. Et dans le même temps, avec ces températures en augmentation, le risque d'incendie, lui aussi, va remonter vers le nord du pays. Des températures donc à surveiller de très près. Merci beaucoup Loïc Rivière pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Loïc et merci beaucoup Fanny. Nous l'avons appris à la mi-journée. L'homme suspecté d'avoir agressé le maire de Villeneuve-de-Marcq a été interpellé. C'est Bruno Retailleau qui a annoncé cette interpellation sur son compte X. On va retrouver Romain Etouin depuis Charentonnet. C'est dans cette ville que le suspect a été interpellé. Il n'a pas résisté. Bien, tout à fait. Le suspect a été interpellé sur la voie publique. En effet, il n'a pas résisté. On rappelle que il a été emmené à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Bournay. C'est un petit peu plus loin. Et il a ensuite été transféré à Grenoble, où se trouve la section de recherche de la gendarmerie à Villeneuve-de-Marcq, où nous nous trouvons actuellement. C'est ici qu'a eu lieu cette agression. On le rappelle, le maire qui a été agressé par le suspect et qui lui a donné 3 coups au niveau du thorax avec une arme blanche avant de revenir avec son véhicule, de tenter de le percuter, de le rater heureusement, et ensuite de violemment s'en prendre au fils du maire qui était venu à son secours. C'est donc près de 48 heures de cavale qui se termine, un soulagement pour la famille du maire mais aussi pour les habitants. Typiquement, nous sommes avec Arnaud. Arnaud, vous habitez ici. Vous l'aviez dit, c'est vraiment peu commun que quelque chose comme ça arrive dans votre village. Ah, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est déjà à la base un petit village tranquille, bienveillant.
On soupçonne même pas d'avoir ce genre de problème dans un aussi petit village. Mais écoutez, on est à l'abri de rien et je pense qu'aujourd'hui c'est bien que nous ayons retrouvé le suspect et que tout se passe convenablement et que la justice soit faite. Ce que vous disiez, voilà, c'est ça. Il faut maintenant que la justice soit faite, que l'enquête continue. Bien sûr, que l'enquête continue pour déterminer un petit peu les causes et les avenants. Donc je trouve que c'est important et que le village retrouve son calme tout simplement. Car on a un beau calme dans ce village et il faut en profiter. Il faut en profiter, puis on rappelle également l'état de santé du maire. Il était en urgence vitale. Heureusement, il va mieux aujourd'hui, même s'il est toujours hospitalisé. Il a quand même 15 jours d'incapacité totale de travail et cette enquête, maintenant, elle se poursuit pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée. Merci Romain. Tu es en direct de Charentonnet avec Timothée Piron derrière la caméra. On en vient à présent à cette autre affaire, celle qui concerne cet immeuble qui s'est effondré en fin de matinée. On est à Amiens, dans la Somme, vous le voyez. Boris Karlamov, vous êtes avec nous. Un important dispositif a été déployé. Il n'y a aucune victime à déplorer pour le moment. Oui, absolument. Et cela selon les toutes premières reconnaissances effectuées notamment par des chiens ainsi que les sapeurs-pompiers de la Somme. Aucune victime n'a été retrouvée, mais les opérations d'exploration se poursuivent pour confirmer donc ce bilan provisoire. Les faits se sont déroulés peu avant midi. Nous sommes dans le centre-ville d'Amiens, place Hofer. Il y a un immeuble, un ancien hôtel de tourisme qui s'effondre et pour l'instant on ignore les circonstances et les causes de l'origine de ce sinistre. Tout de suite, un important dispositif de secours se met en place, une quarantaine de sapeurs-pompiers, des sapeurs-pompiers spécialisés dans la recherche, le déblaiement et le sauvetage, et puis un périmètre de sécurité également mis en place par la police nationale. Les habitations attenantes à cet immeuble ont été évacuées. Il y a une trentaine de personnes qui ont dû être évacuées et orientées vers un gymnase de la ville d'Amiens. À ce stade, pas de victimes, des opérations de secours qui sont toujours en cours et je le répète encore, aucun indice sur l'origine de ce sinistre qui s'est donc déroulé à la mi-journée dans ce département de la Somme. Merci beaucoup Boris. On espère que ce bilan ne va surtout pas changer et qu'il n'y aura aucune victime. À l'étranger, c'est une réunion qui sera scrutée avec énormément d'attention par les Ukrainiens. On vous parle bien sûr de cette rencontre annoncée entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont prévu de se voir dans les prochains jours, sans préciser où ni quand exactement. Une rencontre qui intervient alors que l'ultimatum fixé par Donald Trump venait à expiration. Ce vendredi, Donald Trump qui avait laissé 10 jours à Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. Force est de constater que la guerre se poursuit. Reportage de Zoé Lamarche. Lors d'un micro tendu dans le bureau ovale, Donald Trump répond brièvement aux questions sur cet ultimatum donné il y a 10 jours à son homologue russe. Sous peine de sanctions sévères, un accord sur la guerre en Ukraine devait être trouvé aujourd'hui. Votre délai pour que Vladimir Poutine accepte le cessez-le-feu est-il toujours d'actualité et possible ? Cela dépendra de lui, nous verrons ce qu'il a à dire. Cela dépendra de lui, je suis très déçu, oui. Comme un début de sortie de crise, Donald Trump avait laissé espérer une rencontre des dirigeants russes, américains et ukrainiens. Un scénario que Vladimir Poutine a jugé prématuré, mais une rencontre entre le chef d'État américain et russe est prévue la semaine prochaine à la suite d'un échange mercredi entre Vladimir Poutine et l'émissaire spécial du président américain. Cela n'était pas arrivé depuis 2019. Le temps presse pour le dossier russo-ukrainien. Je pense que l'un des résultats les plus souhaitables de cette rencontre, mais je ne pense pas que cela soit très probable, pourrait être un cessez-le-feu général pour dire, avant de faire quoi que ce soit d'autre, cessons simplement les hostilités. Volodymyr Zelensky souhaite rejoindre les négociations et demande l'intégration des Européens dans les pourparlers. Et on continue de parler de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump avec vous. Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant à Moscou. Est-ce que le Kremlin a réagi à cette annonce de rencontre future ? De rencontres futures, évidemment, ils ont annoncé que Donald Trump et Vladimir Poutine pourraient se rencontrer en fin de semaine prochaine. On connaît le menu des négociations. Ils vont parler des relations bilatérales importantes pour Moscou qui est en train de normaliser sa relation avec Washington. Ils vont parler également de sécurité mondiale, une thématique chère notamment aux pays des BRICS, et puis au traité sur les armes nucléaires dont Washington et Moscou se sont retirés ou ont suspendu. Et tout cela, bien sûr, sans oublier de
parler de ce qui se passe en Ukraine. Quant à savoir ce qui va déboucher, sortir de cette négociation, il est encore trop tôt pour en parler. Mais disons que ça rentre dans la dynamique que souhaitée par Vladimir Poutine, qui consiste à intégrer la résolution du conflit ukrainien dans une problématique plus large pour une paix durable, en redéfinissant une nouvelle forme d'architecture de sécurité en Europe et dans le monde. Merci Jean-Didier Revoin, notre correspondant BFM TV en direct de Moscou. Claude Blanche-Maison est de nouveau avec nous. Bonjour, ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Fragments d'un parcours aventureux aux éditions Temporis. Est-ce que cette rencontre en chair et en os entre Trump et Poutine, qui a eu lieu, la dernière c'était il y a 6 ans maintenant, elle augure d'une avancée vers cette fameuse paix qui ne viendra pas par l'ultimatum, on l'a compris? C'est le début d'un processus. Ce que M. Trump cherche, c'est une trêve d'un mois. Il le dit depuis des semaines et des semaines. Poutine lui offrira peut-être cette trêve d'un mois, peut-être moins, peut-être partielle. Ça sera l'objet de la discussion. Mais comme l'a dit votre correspondant, il y aura évidemment d'autres sujets de discussion, et notamment la reprise d'une coopération économique entre la Russie et les États-Unis. Poutine est assez peu sensible aux problèmes économiques, mais ses propres oligarques, ses hommes d'affaires, la gouverneure de la Banque centrale, lui disent que quand même les sanctions commencent à produire des effets. Et que peut-être que cette guerre, qui dure déjà depuis 3 ans et demi, ne pourrait pas durer une année de plus. C'est-à-dire que la pression mise sur l'économie russe, avec tous ces paquets de sanctions qui ont été adoptés depuis, on est plus de 18 paquets de sanctions, ça commence à être dangereux pour l'économie russe. Et donc c'est pour ça que Vladimir Poutine peut-être ouvre un peu la porte à des négociations? C'est bien possible. C'est en tout cas mon analyse, parce qu'une partie de l'élite économique russe commence à s'inquiéter. Et puis sa très fidèle gouverneure de la Banque centrale, elle, gère ça naturellement au jour le jour, avec des taux d'intérêt qui sont quand même à 20%. Ce qui veut dire qu'il est impossible de faire des prêts, d'avoir une activité économique d'investissement normale en Russie aujourd'hui. Alors c'est une économie de guerre, en effet, qui va être complètement déformée par cette transformation. Et les milieux économiques crient casse-cou, finalement. Alors, ils le font très discrètement, parce que s'ils critiquent la guerre, ils vont évidemment immédiatement en prison, ou ils sont obligés de partir à l'étranger. Mais on sent que cette analyse, quand même, existe. Donc, Poutine est obligé d'en tenir compte, même encore une fois, si ses motivations ne sont pas économiques. Ses motivations, c'est de supprimer tout simplement l'identité ukrainienne. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est le début d'un processus, parce que s'il y a une trêve décrétée lors de cette rencontre, ça ne sera pas la paix. Il y aura peut-être, en effet, des lignes directrices pour arriver à aller à la paix, mais ça supposera, comme l'a dit M. Rubio, le secrétaire d'État, de très très longs travaux, pour savoir quel sera le statut des territoires qui seront occupés par la Russie. D'abord, quel territoire, puisque la Russie a incorporé des oblasts qu'elle n'est incapable militairement de contrôler. Par conséquent, quel sera exactement le territoire qui sera administré par la Russie, pendant combien de temps, avec quel processus à la fin, parce qu'un certain nombre de pays qui ne seront pas à la réunion de la semaine prochaine, mais qui sont intéressés, les pays européens par exemple, insistent beaucoup sur le respect de principes dans les accords de paix finaux au principe de l'intégrité territoriale. Donc il faudra sans doute en parler, au principe qui ne sera pas respecté, puisque la Russie continuera d'administrer les territoires qu'elle administre. Mais il va falloir négocier tout ça. Ça va donc prendre du temps. On a déjà 3 ans et demi de guerre, ça aura peut-être été la guerre de 4 ans. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison. On en vient à présent à cette autre actualité, à la loi Duplon qui a été en partie censurée hier par le Conseil constitutionnel. Les sages qui ont censuré ce fameux article 2 qui concerne la réintroduction de l'acétamipride, un néonicotinoïde, pesticide donc très controversé. Néanmoins, la loi, elle, reste en grande majorité préservée. Et dans un communiqué publié en fin de matinée, la ministre de l'Agriculture assure prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Annie Genevard rappelle aussi à, je cite, un sursaut de patriotisme alimentaire. À la mi-journée, la pétition contre la loi Duplon dépassait les 2 millions de signatures. Léa Morel, Camille Fournier et Marius Noël. Pour ces militants, pas de doute, la décision des sages est une victoire. Ça montre que le rapport de force fonctionne. Ça nous donne espoir pour la suite. Le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction prévue par la loi Duplon de l'acétamipride, un pesticide autorisé ailleurs dans l'Union européenne.
Le sénateur à l'origine du texte relativise en rappelant que la majorité de la loi a tout de même été validée. 80% des articles sont conservés. Je vous rappelle que mon texte ne faisait que revenir sur des contraintes que la France a mises sur des décisions européennes qui s'appliquent partout en Europe. Réaction beaucoup moins positive du côté de la coordination rurale qui réclamait le retour de l'acétamipride. On est victime d'un agricide qui ne fait que s'accélérer. Avec leurs décisions, ils valident une politique de déproduction agricole en oubliant que l'agriculteur est celui qui façonne l'environnement. Une décision qui a également fait réagir les politiques, la gauche s'en dit satisfaite. Aux idéologues du retour en arrière, le Conseil constitutionnel vous donne encore un peu plus tort. C'est une victoire pour l'écologie, une victoire pour la santé, une victoire pour la démocratie. De la colère en revanche pour la droite et l'extrême droite. Laurent Wauquiez s'est directement attaqué aux sages, tout comme Marine Le Pen. En se comportant comme un législateur alors qu'il n'en détient pas la légitimité démocratique, le Conseil constitutionnel scie la branche sur laquelle il est assis. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il promulguera le texte en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel. Et cette décision, elle ne passe pas pour certains agriculteurs. C'est votre cas à Masse-Grenier dans le Tarn-et-Garonne. Thierry Descazeaux, bonjour. Vous êtes producteur de noisettes dans ce département. Et vous, cette décision ne vous satisfait pas? Non, elle ne me satisfait pas. Bonjour madame, je vous remercie de venir ici. Est-ce que vous pouvez écarter légèrement votre micro de la bouche, s'il vous plaît? On vous entend très mal. Oui, voilà. Je disais, je vous remercie de venir au cœur des vergers du Tarn-et-Garonne. Je rappelle que nous sommes un tout petit pays producteur de noisettes et que nous sommes par contre le 3e consommateur mondial de noisettes au monde. Et nous importons 90% de nos noisettes, essentiellement de Turquie et d'Italie, qui sont traitées avec l'acétamipride. Vous dénoncez donc une concurrence déloyale, c'est cela? Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Pour nous, le marché européen, et je m'en tiendrai à l'Europe, c'est même marché, même règles. Je le dis depuis le début, l'harmonisation phytosanitaire doit être la priorité de la France et nous devons retrouver les mêmes armes que nos amis et collègues producteurs de noisettes italiens, avec qui j'entretiens énormément de relations. Et on sait très bien qu'ils ont été victimes, comme nous, de la punaise diabolique il y a une quinzaine d'années. Et grâce à ce produit, l'acétamipride, ils arrivent à maîtriser aujourd'hui ce fléau. Thierry Descazeaux, on comprend évidemment votre agacement vis-à-vis de cette concurrence déloyale que vous dénoncez. Néanmoins, on le sait, les néonicotinoïdes, l'acétamipride, c'est un pesticide qui est dangereux pour la santé. C'est ce que disent les scientifiques et il y a un important soutien populaire contre ce pesticide. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que la France montre l'exemple en supprimant l'utilisation de ce néonicotinoïde ? Alors je rappelle tout de même que la dernière étude avait été demandée par la France en mai 2024 auprès de l'EFSA. L'EFSA, c'est l'agence sanitaire européenne qui a reconduit l'acétamipride sans réserve sur les autorisations de mise en marché jusqu'au 28 février 2033. Ceci dit, je suis respectueux du droit, de l'état de droit. Je respecte la décision du Conseil constitutionnel, je l'entends. J'ai entendu les 2,1 millions de personnes qui ont signé la pétition. Ce débat est utile et permet de mettre en avant plusieurs points pour notre agriculture. Certes, il y a les distorsions de concurrence, mais l'avenir de demain, c'est qu'est-ce que je mange en France et comment je produis en France. Nous, on voulait l'acétamipride juste pour un relais, puisque nous travaillons sur des recherches de méthodes alternatives. Nous avons des parasitoïdes aujourd'hui pour lutter contre la punaise diabolique. Nous en sommes au stade expérimentation. Nous avons financé un laboratoire à Cancon au sein de l'Association nationale des producteurs de noisettes. Aujourd'hui, il nous manque de temps. Nous sommes devant un mur et la décision politique nous contraint. Merci Thierry Descazeaux d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Et nous serons dans un instant de retour, bien sûr, aux côtés des pompiers de l'Aude avec nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, nous voulions vous parler, bien sûr, de ces vignerons. Pour certains qui ont tout perdu, 800 à 900 hectares de vignes ont été brûlés. Néanmoins, cette vigne, elle a peut-être permis de sauver des villages. On vous explique pourquoi avec Simon Pérez de Souza, Pierre Bazin et Lonis Kelaf. Au milieu des parcelles noircies par les flammes, quelques vignes ont résisté. Mais impossible de récolter les raisins. Il risque d'y avoir des goûts de fumée à la fermentation, à la vinification, et ces goûts de fumée risquent de ressortir. Donc il est fort probable que ces raisins-là ne soient pas ramassés sur cette parcelle. Ces feuilles vertes sont la preuve que le feu s'est arrêté ici.
Au cours des dernières heures, elles ont joué un rôle essentiel permettant d'empêcher la propagation des flammes. Même si la vigne a subi quand même des dommages, on voit quand même que le feu s'est arrêté là. Voilà, s'il n'y avait pas des vignes autour de cette commune de Saint-Laurent, le village aurait été brûlé à 90%. Des maisons sauvées en partie par l'entretien des vignes et leurs propriétés. C'est la présence d'eau du coup dans les feuilles et dans les baies. Et en plus de ça, il y a l'entretien du vigneron. Il n'y a pas une espèce de paille qui est facilement inflammable. Ça aurait été le cas, tout aurait peut-être flambé. Dans l'Aude, 5000 hectares de vignes ont été arrachés, mais beaucoup militent pour en replanter sur des kilomètres de friches, afin de bénéficier notamment des effets de ce coupe-feu naturel. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Restez avec nous dans l'après-info. Tout à l'heure, nous reviendrons dans l'Aude pour suivre évidemment les suites de cet incendie fixé désormais. 16 000 hectares qui ont été parcourus par les flammes. Un feu qui ne progresse plus, mais tout de même, les 1500 pompiers sur place veillent toujours à la situation. La chaleur inquiète pour les prochaines heures. A tout de suite. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Nous allons profiter pour commencer d'une relative fraîcheur en Vendée où l'on va tout de même renouer avec les 30 degrés ce week-end, notamment du côté de Noirmoutier. Le passage du Goa submergé, en réalité, c'est comme la marée. Cette vague de chaleur progresse lentement mais sûrement. Les départements en vigilance se multiplient. Déjà 11 départements concernés pour aujourd'hui. 17 pour ce samedi, de la Dordogne en descendant vers les Hautes-Pyrénées, du Puy-de-Dôme en allant vers les Savoies. Et j'attire votre attention également sur tous ces départements en vigilance jaune qui vont subir des températures caniculaires, là aussi sur une plus courte durée. Ça pourrait tout de même durer 8 à 10 jours, notamment dans le sud-ouest du pays. Il y a cette perturbation qui longe les côtes de la Manche en ce moment. Elle progresse lentement face aux hautes pressions et elle va se morceler d'ailleurs dans les heures qui viennent. On aura un peu plus d'éclaircies sur ce secteur, beaucoup plus de soleil sur les autres régions. Un vent marin, un vent d'autant jusqu'à 40 km/h qui fait remonter encore pas mal d'humidité pour le département de l'Aude qui en a bien besoin. Voyons les températures pour cet après-midi. Déjà des pointes à 37, 38 degrés localement, notamment dans le midi toulousain, en Auvergne, 37 degrés à Lyon, 29 à Paris, comptez 36 à Bordeaux et 33 degrés à Marseille pour cet après-midi. Plein soleil pour demain à nouveau, légèrement voilé, notamment de la Vendée en remontant vers les frontières du Nord. Ce voile va se replier vers le Grand Est dans le courant de l'après-midi. On aura un peu d'instabilité sur les reliefs de sud et déjà beaucoup de douceur le matin, 22 notamment à Toulouse dans l'après-midi, déjà des pointes à 40 degrés notamment à Clermont-Ferrand. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? À la une de l'après-info à 15h30, plus de 16 000 hectares parcourus, 36 maisons endommagées dans 16 communes et une personne décédée. L'incendie dans l'Aude est désormais fixé. Il ne progresse plus, mais tout de même, plus de 1500 pompiers restent à pied d'œuvre pour éviter toute reprise de feu. Nos reporters sont aux côtés des pompiers, mais aussi de certains habitants qui retrouvent peu à peu un peu d'électricité. Le cabinet de sécurité israélien donne son feu vert au plan de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a annoncé hier à la télé américaine vouloir prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza, y mettre en place un périmètre de sécurité, dit-il, mais sans la gouverner. Qu'est-ce que cela veut dire? On essaiera de décrypter ça avec nos invités dans un instant. Nous parlons également de cet immeuble qui s'est effondré à la mi-journée dans la ville d'Amiens. Un important dispositif de sécurité a été déployé. Il s'agit d'un hôtel ancien de 2 étages avec des combles. Les recherches sont actuellement, on vient de l'apprendre, terminées. Aucune victime n'a été recensée. Nos dernières informations dans un instant. Et puis en France, le Conseil constitutionnel a censuré la mesure la plus polémique de la loi Duplon, celle de la réintroduction sous condition de l'acétamipride, ce néonicotinoïde très controversé. Plus de 2 millions de signatures sont désormais signées sur la fameuse pétition en ligne sur le site du Sénat. Une épine en moins peut-être dans le pied d'Emmanuel Macron.
Mais tout d'abord, prenons la direction de l'Aude. Après ces 2 jours d'incendie et ces 16 000 hectares qui ont été parcourus sur 16 communes, encore 1500 pompiers sont aujourd'hui déployés sur place. Pour la population, de nombreux sinistrés ont dû être évacués de leur domicile pour des destructions d'habitations, mais aussi pour certains qui avaient perdu l'électricité. Célia Vallée, vous êtes auprès de certains de ces habitants qui sont toujours aujourd'hui privés d'électricité, comme ces 1300 foyers qui étaient dénombrés ce matin encore. Absolument, il y a 134 habitants dans le village dans lequel on se trouve, c'est le village de Fonjoncouze. On est sur les hauteurs du massif des Corbières, un village qui est excentré. Effectivement, il n'y a toujours pas d'électricité, pas d'eau courante ici et beaucoup d'habitants n'ont pas encore regagné leur maison. On est aux côtés de Stéphane qui est employé communal. Racontez-nous la situation actuellement dans le village aujourd'hui. Vous œuvrez, vous, aux côtés des habitants? Absolument, la situation, écoutez, pour le coup, maintenant, la tension redescend. On a les pompiers qui sont là du Tarn-et-Garonne qui sont en soutien. On est en train avec Enedis de mettre en place des groupes électrogènes. On a mis en place pour réalimenter le château d'eau. On est en train d'attendre l'électricité pour la partie du village qui est fait. Il en reste encore une partie à faire. Et pour le moment, on s'occupe de la population, distribuer des packs d'eau et des packs d'eau disponibles à la mairie. Et ils vont pouvoir se servir. Quand la mairie est fermée la nuit, on va en mettre dehors pour qu'ils puissent venir se servir aussi au cas où. Et puis on répond aux besoins qui sont les leurs à ce moment-là. Ici, tout le monde n'a pas encore regagné sa maison? Pas tout le monde. On demande à chaque habitant de venir se signaler quand il rentre chez lui pour qu'on puisse savoir qui est là et qui n'est pas là, pour qu'on puisse faire le tour à chaque fois et voir ce que sont leurs besoins. Racontez-nous comment vous avez lutté contre les flammes. Vous étiez aux côtés du maire quand l'incendie est arrivé ici. Racontez-nous cette nuit. Ça a été dantesque. Le maire a été incroyable, vraiment. On l'a même perdu à un moment donné, donc on a fait ce qu'on a pu. Il était en train de gérer. C'est lui qui a en fait coordonné la bataille du feu à l'intérieur du village. Ça a été incroyable. Il a sauvé. S'il n'avait pas été là, je ne pense pas que le village aurait été aussi sauvé. Il a guidé les pompiers, vous étiez à ses côtés également. J'ai été à ses côtés. À un moment donné, je l'ai perdu. Donc j'ai dû reculer moi aussi parce que les femmes venaient vers moi. La maison était à peu près en sécurité. Donc je suis parti parce que je n'étais plus en sécurité. Moi, les flammes venaient sur moi. Je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus mon collègue Philippe Thibon qui était avec moi à la mairie. À 2 mètres, je ne le voyais plus. C'était dantesque, vraiment. On l'a reculé. On est allé s'occuper de la population qui était descendue en bas du village parce qu'on a une autre partie du village qui était en contrepartie. Moi, j'avais peur que le feu saute. Et en fait, le feu est venu par la gauche, puis il a sauté sur la droite, ce qui fait qu'on s'est retrouvé encerclé. Et je me suis dit, le feu va dépasser. Donc, dans la nuit, il est tombé de l'autre côté, donc il a fallu gérer l'autre côté. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que le maire redescendait pas. Donc, il était tout seul en haut. On est remonté, on a retraversé le mur de flammes en camion avec Philippe. Et on est revenu finir le boulot, si je puis dire, avec lui. Voilà. Merci Stéphane. Le feu il est désormais fixé, il faut le rappeler, il faut s'en réjouir de cette nouvelle, mais le travail n'est pas terminé pour les pompiers. On peut les voir justement, ces pompiers qui sont dans les villages présents aux côtés des maires et des habitants pour soutenir la population, pour rassurer les habitants et également traiter les points chauds parce qu'il y a des points chauds encore à traiter tout autour de nous. Célia Vallée sur des images de Simon Pirest de Souza depuis Fonjoncouze. On va continuer de rester sur le terrain avec vous, Théo Basilana. Il y a donc ceux qui n'auront pas d'électricité ce soir. Pour autant, les équipes d'Enedis, elles sont mobilisées depuis maintenant plusieurs heures pour rétablir au plus vite cette électricité. Et vous êtes en train de les suivre. Exactement, c'est pour eux une opération d'urgence et on a pu tout à l'heure, il y a quelques minutes, suivre une équipe d'agents Enedis, les suivre tout d'abord pour tout vous expliquer, les suivre pour constater l'étendue des dégâts. Regardez, je voulais vous montrer cette image. Il y a un barrage filtrant juste derrière moi. Pourquoi je monte ce barrage? Parce que derrière ce barrage, aucun touriste, aucun visiteur ne peut passer. Seulement les habitants avec un justificatif de domicile peuvent traverser ce barrage. Et donc, quand on a traversé en escorte avec l'équipe d'Enedis ces différentes communes qui se situent juste derrière, on a pu apercevoir, c'était assez frappant, des communes mortes, sans habitants, des panneaux de boutiques complètement éteintes puisqu'ils sont sans électricité. Et en fait, le travail des agents Enedis, il commence par là, par ce constat de l'étendue des dégâts. Et on est remonté jusqu'à une zone forestière, vous l'imaginez, complètement détruite par les flammes. Et donc, on est allé au cœur de l'une de leurs opérations avec, vous l'imaginez, des poteaux, des lignes de haute tension qui ont complètement été brûlés, arrachés. On n'en voyait que des lambeaux de ces poteaux de lignes de haute tension. Et donc,
on a assisté à un remplacement de ces poteaux à ligne de haute tension. Et à nos côtés, on avait notamment la directrice régionale d'Enedis qui nous explique très concrètement leurs opérations et surtout leurs enjeux. Je vous propose de l'écouter. Avec l'ensemble des équipes qui sont réparties là sur tout le territoire, ce matin on était à 1300 clients coupés et on a pour objectif qu'il ne reste plus que 300 clients coupés ce soir. Nous on est arrivés un petit peu après les pompiers sur le terrain puisque on ne pouvait pas intervenir. Maintenant on est sur des réparations provisoires mais sur des ouvrages qui ont été très endommagés. Là on voit où on est, on a des poteaux totalement calcinés, des lignes qui sont tombées et donc là, maintenant, l'objectif, c'est que d'ici au week-end, on aura fait toutes les réparations provisoires. Et après, va commencer pour nous aussi la phase de la reconstruction. Mais comme on n'a pas encore fait tout l'état des lieux et qu'on découvre au fur et à mesure qu'on arrive sur le terrain l'étendue, entre guillemets, des dégâts, on ne sait pas encore combien de temps il nous faudra pour reconstruire. Ils étaient donc en train d'intervenir, vous l'avez vu aussi sur ces images, au milieu d'un paysage complètement dramatique. Et ils m'ont dit cette phrase assez forte devant notre caméra. Ils nous disaient, on est en train peut-être de redonner vie à ce paysage, de l'énergie, de redonner de l'énergie. Et vous l'avez compris, leur objectif, c'est de permettre à ces habitants de retourner chez eux et de pouvoir, ils l'espèrent, revivre normalement. Merci Théo Silana en direct de Durban-Corbière avec Baptiste Deveau derrière la caméra pour BFM TV. Il y a donc 16 communes qui ont été frappées par cet incendie dans l'Aude. Elles ont payé un très lourd tribut, vous vous en souvenez, une personne, une femme de 65 ans, est notamment décédée dans la commune de Saint-Laurent-de-Cabreris. Alors industriels ou vignerons, les dégâts matériels sont également colossaux pour les professionnels du département. Ils en appellent aux autorités. On voit ça avec Maxime Meunier et Bettina Guglielmo. À Saint-Laurent-de-la-Cabreris, Jamel, sous-traitant d'un opérateur téléphonique, a dû abandonner ses véhicules de chantier. Il y avait un camion très récent, une tarière foreuse, qui coûte un bras d'ailleurs. Voilà, et ça c'est la nacelle. La nacelle, voilà, qu'elle a cramé aussi. On ne voit plus rien. On ne peut pas travailler, on est bloqué, il y a les charges qui vont tomber, il y a tout qui va tomber. On est dans la merde en fait. On est dans la merde parce que sans nos véhicules, on n'est rien. Jamel va devoir constituer un dossier pour son assurance. Dans cette même commune, à 15 jours des vendanges, Laurent, vigneron, a perdu 80% de son matériel agricole dans l'incendie. Ça, c'est une machine à vendanger. Mais là, il y a quasiment une vingtaine de véhicules qui ont été impactés. Les tracteurs, les machines de récolte, oui, ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça, c'est colossal. Pour sauver son habitation, Laurent a dû faire le cruel choix d'abandonner ses locaux agricoles. Sa cave de vinification est complètement détruite. Certaines poutres fument encore. Une perte matérielle, mais également végétale. 40% de ses vignes sont directement touchées. Ça fait mal au ventre de voir ça. C'est une vigne qui, aujourd'hui, est vouée à être arrachée. On n'aura plus jamais de raisin, quoi. Par contre, la partie qui reste encore verte, il y a eu des fumées dessus. Et on se pose la question à savoir si on pourra éventuellement faire du vin avec ces raisins. Toutes ces récoltes sont donc compromises. Ces entrepreneurs interpellent les pouvoirs publics pour recevoir de l'aide au plus vite. Alors les pompiers, la sécurité civile sont évidemment toujours à pied d'œuvre pour surveiller le terrain au plus près. Il y a aussi cette enquête qui est menée pour trouver l'origine de cet incendie. Paul Conge, vous êtes notre journaliste police-justice. Et les gendarmes particuliers, ceux de l'IRCGN, sont responsables de cette enquête. De quelle manière travaillent-ils ? Oui, alors on a pu se rendre hier dans les locaux des très secrets instituts de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Donc IRCGN, c'est le vaisseau amiral de la gendarmerie scientifique en France. Ils ont une unité spécialisée dans les incendies. Leur travail, c'est donc de faire parler les cendres, de déterminer si l'incendie est d'origine criminelle ou non. Et évidemment, ce n'est pas une mince affaire lorsque vous avez face à vous 16 000 hectares dévorés par les flammes. Et il faut donc d'abord trouver le point de départ du feu. Donc dans l'Aude, ils ont dépêché le major Christophe Rémillon, qui a 20 ans de carrière. On l'a rencontré hier. Je vous propose d'abord d'écouter un court extrait de notre interview avec lui. Les sapeurs-pompiers ont des drones, les gendarmes ont des drones. Plus vous agissez vite, moins vous allez avoir de terrain à couvrir pour rechercher l'origine de l'incendie. Et l'origine de l'incendie, c'est vraiment le point crucial pour pouvoir ensuite déterminer les causes. Plus vous intervenez tôt, moins vous avez d'espace, de surface à investiguer.
Donc des moyens aériens, des moyens humains. Et c'est comme ça que malgré la taille gigantesque de l'incendie dans l'Aude, ils sont parvenus à trouver son point d'éclosion, là où tout a démarré. C'était une petite zone en bord de route en l'occurrence. C'est là donc qu'en ce moment ils effectuent leur prélèvement, terre brûlée, cendres, composés organiques, mais aussi et surtout tout ce qui aurait pu être apporté là par l'homme, par exemple des bidons d'essence, des mégots, des bouteilles de white spirits, tout ce qu'on appelle donc ces produits accélérants qui facilitent la propagation du feu. Ils sont ensuite transportés au laboratoire à Pontoise de l'IRCGN et on peut le voir sur ces images, ce laboratoire dans lequel on a tourné des images hier. Ils analysent des fragments de ces prélèvements qu'ils mettent dans un environnement stérilisé. Ils l'introduisent dans cette machine, c'est un chromatographe, une machine ultra précise qui va disperser les molécules chimiques du prélèvement et puis ensuite les afficher un par un sur ce graphique. Ça va permettre en un coup d'œil de voir ces pics et de déterminer la trace, la présence ou non d'hydrocarbures, d'alcool qui sont invisibles normalement à l'œil nu. Et ça donne des indices évidemment très précieux sur la nature intentionnelle ou non du feu. Et si par exemple il y a des traces d'essence qui n'ont rien à faire là, ça dira qu'effectivement il y a eu une intervention humaine. L'enquête donc ne fait que commencer. Merci beaucoup Paul Conge pour cette immersion en plein cœur des enquêteurs de l'IRCGN. Dans l'actualité internationale, le cabinet de sécurité israélien a approuvé le plan de Benyamin Netanyahou pour, je cite, vaincre le Hamas. Oui, le Premier ministre israélien qui hier à la télévision américaine sur Fox News a annoncé son intention de prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza. Stéphane Amar, on vous retrouve à Jérusalem pour BFM TV. Face à cette déclaration, il y a des familles d'otages, d'anciens otages israéliens détenus à Gaza également, qui ont manifesté dans plusieurs villes d'Israël. Ils dénoncent notamment leur sacrifice pour garder le pouvoir de la part du Premier ministre israélien. Oui, c'est une question qui divise profondément la société israélienne. Comment récupérer les otages? Alors jusqu'à présent, Israël a favorisé la négociation, même si quelques opérations commando ont été tentées, la plupart du temps sans succès. En tout cas, cette négociation, elle est au point mort et Benyamin Netanyahou affirme désormais que la seule solution, c'est d'exercer une pression militaire de plus en plus forte sur le Hamas. Et c'est pourquoi il vient de décider d'étendre l'opération militaire israélienne pour occuper non plus 75% de la bande de Gaza comme c'est le cas actuellement, mais 100% de la bande de Gaza. Et face à cela, effectivement, les familles des otages s'inquiètent pour les leurs. Elles craignent que leur vie soit en danger. Le Hamas a d'ailleurs déjà menacé de tuer ses otages en cas d'opération militaire, mais également le chef d'état-major affirme que cette opération peut être dangereuse à la fois pour les soldats et pour les otages. Malgré tout, le cabinet a décidé que cette opération devrait débuter très prochainement. Merci beaucoup Stéphane Amar depuis Jérusalem pour BFM TV. Tout à l'heure, nous évoquions justement cette situation avec Benyamin Netanyahou qui va donc tenter de prendre la main sur la bande de Gaza avec notre invité David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IRIS. Oui, mais de toute façon, ce n'est pas uniquement par rapport à des pays étrangers, c'est qu'il y a une opposition avérée. Aujourd'hui, on voit en Israël, il y a une lettre ouverte de quelques 550 anciens responsables des services de sécurité, du Mossad, du Shin Bet, des services secrets de l'Aman, des services secrets de l'armée, et des chefs d'état-major de l'armée qui disent que c'est une impasse et que, effectivement, ce plan mène potentiellement au désastre. Donc, il y a eu une réunion, dans le cadre de la réunion du conseil du cabinet de sécurité restreint, des tensions extrêmement fortes entre Eyal Zamir, qui est le chef d'état-major de Tsahal, et puis les ministres d'extrême droite. Le chef d'état-major a fait valoir que potentiellement il y avait des risques extrêmes pour les otages, que ça ne réglerait pas la question de fond, de toute façon, du jour d'après, notamment pour le déplacement des civils du nord au sud. On ne déplace pas 1 million de personnes comme ça de manière aisée, logistique. Et puis, il y a des attendus très, très incertains sur l'administration après. Et même si le Premier ministre a évoqué des pays arabes, sans les préciser lesquels d'ailleurs, pour une gouvernance qui prendrait le relais, on ne voit pas très bien justement comment les choses peuvent se produire, sinon de manière problématique. Alors justement, vous évoquiez cette situation. Le plan de Benyamin Netanyahou, il vise à mettre en place un périmètre de sécurité, dit-il, mais sans la gouverner. Il ne veut pour cela ni du Hamas ni de l'autorité palestinienne. Alors quelle gouvernance possible? C'est tout le problème. C'est le flou qui est entretenu d'ailleurs. Et en fait, c'est le résultat des contradictions internes au cabinet de sécurité, puisque notamment 2 ministres, Itamar Ben-Gvir
et Bezalel Smotrich, qui sont les deux ministres de la mouvance sioniste religieuse. En tout cas, Itamar Ben-Gvir s'est opposé à certaines clauses justement de la décision du cabinet, parce qu'il n'y avait pas la mention du déplacement de la population à l'extérieur, ni de l'annexion, ce qui est leur objectif. Ce qui n'est pas forcément l'objectif du Premier ministre. Seulement, voilà, il est piégé par les contraintes de sa coalition, et donc il entretient un flou qui fait qu'il utilise des éléments de langage qui renvoient assez largement, d'une certaine manière, à la pensée magique. C'est bien ce que nous reproche d'ailleurs en filigrane le chef d'état-major Eyal Zamir. Pour autant, David Rigolet-Rose, on a vu qu'à l'intérieur même de son pays, il y a des personnes qui sont contre cette décision. Il lui reproche, notamment les familles d'otages, lui reprochent de mettre en danger la vie de ces otages. Est-ce que cette pression en interne pourrait le faire changer d'avis ? Ça ne le fera pas changer d'avis parce qu'il est tenu en fait par les contraintes de sa coalition. Mais ce qui est significatif, c'est effectivement l'étendue des critiques qui montent. Je ne parle pas de l'extérieur, je parle en interne, en Israël, et pas seulement de la gauche. Il y a des ministres comme d'anciens ministres de la Défense, comme Lieberman, qui considèrent que c'est une erreur stratégique. Et pourtant, il n'est pas suspect de mollesse vis-à-vis du Hamas. Et il considère qu'effectivement, le plan qui est présenté est trop flou, les buts de guerre ne sont pas déterminés et que ça va induire des risques énormes. Alors d'abord pour les otages, mais pas seulement. Il y aura un coût économique de prise en charge de l'enclave et évidemment, préalablement au coût économique, c'est les risques de toute façon de pertes humaines dans une forme de guérilla urbaine qui s'installerait avec une forme de syndrome vietnamien, entre guillemets, toute chose égale par ailleurs, et toute chose légale, toute chose que une armée conventionnelle ne peint par-dessus tout. Retour en France à présent pour parler de cet immeuble qui s'est effondré en fin de matinée à Amiens dans la Somme. Boris Karlamov est avec nous du service police-justice de BFM TV avec cet important dispositif toujours déployé, des recherches qui se poursuivent mais toujours pas de victimes. Oui, avec un objectif pour ces sapeurs-pompiers, c'est de trouver d'éventuelles victimes. Il y a eu 2 premières sessions d'exploration sous ces décombres, des sapeurs-pompiers spécialisés en recherche et en déblaiement accompagnés par des chiens et aucune présence d'éventuelles victimes n'a été pour l'instant détecté. Ce bâtiment, c'est un ancien hôtel qui se situe dans le centre-ville d'Amiens. Il s'est effondré peu avant midi aujourd'hui et il était inoccupé depuis plusieurs semaines, d'où l'absence d'éventuelles victimes à ce stade. 40 sapeurs-pompiers sont toujours sur site, des sapeurs-pompiers de la Somme, mais également du Pas-de-Calais, épaulés par des chiens donc pour rechercher d'éventuelles victimes. Les habitations attenantes à ce bâtiment ont été évacuées par précaution. Une trentaine de résidents ont dû être évacués vers un gymnase de la ville d'Amiens. Et puis, dans un second temps, il va donc y avoir un volet plus judiciaire pour tenter de déterminer l'origine de ce sinistre. À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée par les enquêteurs. Merci beaucoup, Boris Karlamov, pour ces toutes dernières informations. Retour en France où le Conseil constitutionnel censure la mesure la plus polémique de la fameuse loi Duplon, celle de la réintroduction sous condition de l'acétamipride, ce nicotinoïde très controversé. La pétition citoyenne a recueilli plus de 2 millions de signatures, Fanny. Mathieu Coach est avec nous du service politique de BFM TV avec une décision donc qui concerne ce pesticide et qui serait peut-être un camouflet pour le gouvernement. Oui, on peut même dire un double camouflet pour le gouvernement. D'abord sur le fond, parce que le gouvernement avait soutenu sans réserve la réintroduction de ce pesticide controversé en ignorant à la fois de nombreuses voix scientifiques et puis celle des 2 millions de Français qui s'étaient exprimés via cette pétition. Seule Agnès Pannier-Runacher avait apporté un peu de nuance dans le débat en demandant de nouveaux éléments scientifiques. Mais c'est aussi un camouflet sur la forme, parce que pour arriver à ces fins, eh bien, le gouvernement a utilisé une astuce technique, procédurière, inédite. C'est un peu technique, mais c'est important. En fait, les députés du Bloc central qui votent donc avec le gouvernement avaient voté contre la loi Duplon, alors qu'ils la soutenaient. Et ils avaient voté contre parce que ça leur permettait d'éviter les discussions au sein de l'hémicycle et d'aller directement en commission mixte paritaire. Et à ce moment-là, ils savaient qu'ils allaient gagner le vote et ça leur permettait en quelque sorte de passer la loi sans passer par le débat. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a rappelé à l'ordre les députés du Bloc central et du gouvernement en leur disant que cette petite astuce, eh bien, c'était un usage manifestement excessif de leurs droits. Alors Mathieu, il y a les agriculteurs qui disent ne pas pouvoir se passer de ce
pesticides, notamment les betteraviers. Que va-t-il se passer maintenant pour eux? Eh bien, M. Duplon, il n'a pas dit son dernier mot. Il va représenter un texte, mais il dit que cette fois, il va prendre en compte tous les critères qui ont été indiqués par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire un critère de durée, parce qu'elle n'était pas encadrée dans son texte, et également une liste de filières plus précise. Et en précisant ces deux aspects, eh bien, il pense que le texte peut passer. Sauf qu'il ne pourra pas utiliser la petite astuce dont je vous parlais, donc il va devoir... Enfin, il y aura des débats dans l'hémicycle, ce sera compliqué. Puis en attendant, parce que ça va prendre du temps forcément, eh bien, la ministre de l'Agriculture affirme qu'elle ne laissera pas les filières menacées de disparition sans solution. On parle des producteurs de betteraves sucrières et de noisettes. Merci beaucoup Mathieu Coach pour ces précisions. Restez avec nous dans quelques instants. Nous reviendrons dans notre journal de 16h sur cet incendie dans l'Aude. Fixé mais toujours pas maîtrisé. 1500 sapeurs-pompiers sont toujours sur le terrain pour veiller à ce qu'aucune reprise de feu n'ait lieu aujourd'hui, avec la menace de la chaleur. Aujourd'hui, des températures qui repartent à la hausse et pour tout le reste de la semaine également.